terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est. Avec nous ce soir, dans les terriens du samedi, Michel Onfray, le philosophe français le plus lu dans le monde, nous parlera de son nouveau livre, Le deuil de la mélancolie, journal d'un AVC, et de son retour à la vie dans la France d'Emmanuel Macron. Daphné Burki, l'animatrice la plus décalée du PAF, revient tous les après-midi sur France 2 et surprise, elle n'a pas montré ses seins dans la première émission. Stéphane Plaza, l'animateur grand standing de M6, viendra nous vendre son film et on verra si c'est plus facile qu'un appartement. Simon porte Jacques Mus. Il est beau, il est souriant, il est sympa. Et pourtant, il bosse dans la mode. C'est la nouvelle star des défilés. Simon porte Jacques Mus. Et aussi les Moix d'Or, Blacko et Bizot. 7 milliards de terriens. Et c'est lui que j'ai choisi pour le premier Hardy View de la saison. J'accueille Michel Onfray. Vous l'avez bien descendu, finalement. Oui. Quand on est philosophe, il faut même savoir descendre les escaliers, en fait. Il faut apprendre. On passe à l'Hardy View. Michel Onfray, bonsoir. Vous avez survécu à un infarctus, 2 AVC et 1 an d'Emmanuel Macron. Et vous êtes toujours là. Oui. 1 an de Macron, c'est le pire quand même. C'est Ouais. pire qu'un infarctus et 2 AVC. Alors Michel, vous racontez votre 2e AVC dans un livre intitulé « Le deuil de la mélancolie, journal d'un AVC ». C'est un livre splendide. Et je dis pas ça parce qu'il m'est dédié, je dis ça parce qu'il est aussi dédié à ma femme, en fait. Lorsque les gens me disent « Pourquoi est-ce que le livre de Michel Onfray t'est dédié ?» je dis parce que ma pensée l'a beaucoup inspiré. Alors, tout commence sur un quai de la gare Saint-Lazare. Mais là, la SNCF, il n'y est pour rien, en fait. Il est arrivé à l'heure, cette fois-ci, oui. Ouais. Au bout du quai, je me suis senti comme troué par une lumière intérieure, percée, forée, traversée, perforée dans le cerveau. Oui, j'étais allé faire un tour sur les traces d'Artaud au Mexique et j'avais vu des clous qu'utilisaient les précolombiens pour faire des sacrifices. Ouais. Et en obsidienne. Et quand j'avais vu ces clous, ça m'avait donné une drôle de sensation dans le cerveau. Et j'ai eu l'impression vraiment qu'on montrait un clou dans le cerveau avec un coup de masque. Ah ouais. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Un clou d'obsidienne, quand même. Là, 5 médecins différents ne font pas le bon diagnostic. Et le 2 février 2018, vous êtes sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara. Et en vous entendant dire du bien d'Emmanuel Macron, elle s'inquiète. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais un peu. Parce qu'effectivement, je suis rentré immédiatement dans la foulée, j'ai pris le train de retour. Je suis allé aux urgences à Caen et mon médecin m'a dit, enfin le médecin que j'ai vu aux urgences m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai appelé ma Toubib qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. Un ami qui l'était mais qui ne l'est plus, qui était ORL, qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai fait mon cours à l'Université populaire le lendemain, il y avait 1000 personnes, j'ai tenu le coup tout de même, j'avais des papillons partout autour des yeux, un terrible mal de tête. J'ai fait une conférence en plus le jeudi, et puis j'étais sur le plateau de votre plateau d'Audrey, en fait, Audrey vous interviewe. Ensuite, elle vous envoie un SMS dans le taxi, en vous disant, Michel, vous devriez quand même aller voir un radiologue, quoi, pour faire un IRM. Elle m'appelle. Moi, j'étais en train de déjeuner, et c'est vrai que je réponds à personne, sauf à ma femme, évidemment. Elle me dit, écoute, il faut trouver un radiologue, appelle Gombert, il faut trouver un radiologue pour Michel, et vous y allez. Oui, il m'a fait un texto adorable en me disant, je vous en conjure, détournez votre taxi et allez à cet endroit où on fera une IRM. Et de fait, c'est là qu'on a vu que j'avais une vraie patate et c'était un AVC. Voilà. Là, vous êtes hospitalisé donc à Foch. Donc 5 médecins étaient passés à côté. Le pire de tous, dites-vous, c'est le docteur parce que lui, vous avez assuré qu'il n'y avait pas d'AVC, mais ensuite, il a nié avoir fait un faux diagnostic en maintenant, en fait, qu'il savait que c'était un AVC, mais qu'il ne vous l'avait pas dit pour vous épargner des émotions. Oui, c'est d'abord quelqu'un qui m'a demandé comment aller mon jet d'urine.
Ouais. Alors, je me suis demandé pourquoi. Ouais. Si j'avais un problème avec ma prostate, et je me dis, mais je vois bien qu'il y a des relations entre ma prostate et mon cerveau, mais je vois pas là le moment précis où ça aurait pu... Pas ce jour-là, quoi. Et il s'est trompé de... Oui, il a fait une erreur de diagnostic. Il m'a dit, vous avez un problème de vitré, donc l'œil. Il m'a pris un rendez-vous chez un ophtalmo à Paris, en me disant, cet après-midi, vous irez voir, etc. Et quand je suis allé chez le docteur Momberg, 1 heure plus tard, lui m'a dit, non, non, pas du tout, c'est un AVC. Alors, les causes de cet AVC, en fait, c'est que l'hédonisme, ça bouche les artères, quoi, c'est ça? Oui, si on Non, veut, mais il n'y a pas de problème de tuyauterie. C'est-à-dire que c'est ça le problème. J'ai fait un infarctus à 28 ans, vous l'avez rappelé. Il n'y a pas d'explication. Un premier AVC, pas d'explication. Un deuxième AVC, pas d'explication. On est dans la médecine de Molière. Dans 2 siècles, on rira de notre propre médecine. Diaphorius, oui. Diaphorius, parce qu'on dira, ben voilà, il y avait, je sais pas, un gène qu'on a isolé, et puis voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Par exemple, on vous dit, est-ce que vous faites bien du sport? Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous faites de la natation? Vous buvez peut-être trop, vous fumez trop, vous êtes peut-être stressé, etc. Les enfants, dans leur berceau, font des AVC. Ils sont peu susceptibles de mal manger, de trop boire, de prendre des cuites, de ne pas faire assez de vélo. À 6 mois, on fait des AVC. En fait, quand votre femme est décédée, vous le dites dans le livre, vous avez pensé partir avec elle, et en fait, vous êtes retrouvé seul, infidèle à votre promesse, et il fallait vivre quand même. Et là, vous vous êtes mis à manger, à boire, à prendre trop de médicaments, et à courir dans tous les sens pour vous occuper l'esprit un peu. Je bois depuis toujours, mais peut-être trop. J'ai jamais été ivre, mais j'étais dans des quantités un peu d'ogre, et j'ai pris 15 kilos en 5 ans. Et donc, ces 15 kilos, personne ne m'a dit, ce serait bien que tu les perdes, y compris un médecin ami qui aurait pu me dire, fonds un peu, ça ne te fera pas de mal. Vous preniez beaucoup de médicaments, c'est-à-dire antibiotiques, cortisone, antihistaminiques, quand même. Sur plein de choses, oui. Vous faites des allergies aux acariens, donc chaque début de saison, il fallait recommencer, antibiotiques, cortisone, etc. Et on accumule une espèce de pollution pharmaceutique et médicamenteuse. Et on dira aussi probablement un jour combien les médicaments tuent beaucoup. Voilà, il faut le dire aux gens, il ne faut pas trop en prendre, quoi. Non, voilà. En fait, vous étiez en train de vous suicider à petit feu d'une certaine façon, non? Oui, je crois que j'essayais d'être fidèle à ma parole sans m'envoyer un coup de fusil dans la tête. Je crois que j'étais en train de me suicider doucement. Et que ce suicide doux, il y a un moment où on se dit, bon, il va falloir que ce soit clair. C'est un vrai suicide ou voilà. Voilà. Et si c'est pas un vrai suicide, alors on continue à vivre. Et si on continue à vivre, alors il faut faire, d'où le titre, le deuil de la mélancolie. Voilà. Alors les conséquences de tout ça, c'est effectivement que vous avez changé de mode de vie, donc vous avez perdu 10-15 kilos, c'est vraiment bien. Le plus dur, c'est quoi? Perdre 10 kilos ou perdre ses illusions? C'est perdre ses amis. Parce que effectivement, il y a des gens qui ne font plus signe, il y a des gens qui n'appellent pas, il y a des gens qui n'envoient pas de textos, il y a des gens qui ont l'impression que les AVC sont contagieux. Et on ne se fait... Il y a des charognards aussi qui vous appellent à l'hôpital pour avoir la dernière interview de Michel Onfray. Oui, et puis il y a les éditeurs qui voudraient savoir si vraiment je vais encore pouvoir signer des contrats. Alors, au sujet de votre cerveau, vous dites « Mon cerveau s'avère être mon meilleur ami et mon meilleur ennemi ». C'est vrai? Oui, parce que je suis sorti de mon milieu, enfin, je veux dire, mon milieu modeste, le milieu de mes parents, grâce au livre, grâce à l'écriture, grâce à mon travail cérébral. Ah oui, je dirais. C'est vrai. Et puis on se dit, bon, quand même, là, 2 AVC pour un seul personnage, ça fait quand même beaucoup. Alors, vous avez quand même perdu un quart de votre champ visuel. Ce qui fait que là, vous ne voyez pas du tout Laurent Baffy qui vous fait un doigt d'honneur sur le côté, là. Laurent! Non, parce qu'il faudrait qu'il soit là-haut. C'est le bord supérieur, gauche. Alors, la mort rôde autour de vous depuis votre enfance. Vous êtes hanté par l'angoisse. La mort, je n'en ai pas peur, mais elle est présente, oui, depuis toujours. Je raconte un peu que j'ai eu un vieux papa. Quand je suis né, mon père avait 38 ans, et que très vite, j'ai eu peur qu'il parte. Et il est parti à 88 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours eu peur que la mort arrive. Puis il y a un moment donné où on se calme un peu avec ça. Mais c'est un peu l'avers et le revers de la médaille, ou le recto, le verso de la même feuille. C'est-à-dire que l'hédonisme n'est pas possible sans un sentiment aigu de la mort. Il faut savoir que la vie est courte, brève, que chaque seconde perdue est définitivement perdue, qu'on ne la récupérera pas, que la punition, elle est ici et maintenant, qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien au-delà, mais qu'il ne faut pas rater sa vie, on n'en a qu'une, quoi. La vie ne repasse pas les plats. Aujourd'hui, le malheur, le deuil, est traité comme une maladie. Oui, d'abord, j'ai toujours dit depuis la mort de mon père, d'abord, puis celle de Marie-Claude après, qu'on ne fait pas son deuil, mais que c'est le deuil qui nous fait.
Et donc, on ne dit pas un jour, ah ben oui, voilà, il y a une espèce de feuille de route du genre, dans les 15 jours, il va se passer ça, 3 semaines après, 1 mois après, et vous allez passer par ceci, vous allez passer par cela. Ça ne veut rien dire. On perd des gens qu'on aime, qu'on n'aime pas, on perd des gens qu'on déteste, on perd des gens proches, on perd des gens âgés, on s'est préparé à la mort de certains. Certains partent d'un seul coup, d'autres ont 15 ans de maladie, 7 années de chimiothérapie pour Marie-Claude non-stop. Donc, évidemment, il n'y a pas une feuille de route du deuil. Mais c'est le deuil qui nous fait parce qu'effectivement, il faut vivre avec ceux qui sont partis. Et il ne faut pas succomber à ça. Il faut pas succomber à la mort des gens qui sont partis. L'athée que je suis se dit la meilleure façon d'être fidèle aux gens qui sont morts, c'est de vivre sous leur regard quand on les a aimés. Et en ce sens, la mort est acceptable. Michel, vous pouvez l'applaudir. Alors Michel, est-ce que vous pensez que vous seriez plus heureux si vous croyiez en Dieu? Je pense, enfin dans l'idée que je me fais de la croyance en Dieu, il y a quand même cette idée forte que la mort n'est pas la mort, et que la mort c'est le début d'une autre vie, que dans cette autre vie on va retrouver les gens qui sont morts et qui nous ont quittés, que la vie d'après, finalement, elle est en relation avec la vie d'avant, et si on a tué une si on s'est bien comporté, si on s'est bien comporté, on a mérité son paradis. Si on croit vraiment à des fariboles pareils, on doit se dire, mais vive la mort. Écoutez, je crois que le plus simple, c'est d'en parler avec Dieu. Michel, c'est Dieu qui te parle. Tu m'entends? Hélas. Dis-moi, tu m'as encore fait faux bon? Non, mais c'est toi qui n'as pas fait le boulot jusqu'au bout. Ah, parce que vous tutoyez Dieu, vous. Bah, tant qu'à faire. Ah oui, d'accord. Il me tutoie, donc... Et puis, je vous rappelle que depuis Vatican II, on tutoie Dieu. Oui, c'est pas Vatican II. Et on lui parle en français. Michel, tu n'as pas envie de voir ce que la vie après la mort te réserve? Ah, je serais assez tenté par l'hypothèse de découvrir autre chose. Mais ce serait plutôt de l'astrophysique, moi, qui m'intéresserait sur ce terrain-là. Les mondes inversés, cette idée que le temps peut être, comme on dit, invaginé, c'est-à-dire qu'on retourne ça comme le doigt d'un gant. On pourrait presque revivre à l'inverse qu'on aurait vécu. Si Dieu était vraiment un astrophysicien, ça m'intéresserait d'avoir une conversation avec lui. Dommage pour moi. Michel, bon, je fais Dieu, j'ai pas la barbe, mais quand même, j'essaie de faire Dieu, quoi. Michel, qu'est-ce qui te donne tant envie de rester sur Terre, à part le fromage et le bon vin? Ah, ça, c'est une bonne question. Je crois que la vie, en tant que telle, est une chose fabuleuse. Et il y a en moi une force qui me veut, ce que Bergson appelait l'élan vital. Et cette force qui me veut, elle est pour l'instant plus forte qu'une force qui ne me voudrait plus. Puis il y a les femmes aussi, ça donne envie de rester sur Terre, non? Ça, on change d'époque quand on change de décennie. Je vais avoir 60 ans le 1er janvier prochain. Le rapport aux femmes n'est plus du tout le même. Donc ça paraît évident que les collections qu'on peut faire quand on a 30 ans, on ne les fait plus et on est plutôt non plus dans une logique de quantité, mais dans une logique de qualité. On avait la quantité épicurienne quand on a 30 ans, on a la qualité stoïcienne quand on a 60 ans. Vous êtes grand-père, là, non? Alors, pour expliquer ça, il faut dire que j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude et qu'il y avait dans ma vie Dorothée depuis 25 ans, que Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée, que Dorothée connaissait l'existence de Marie-Claude. Dorothée a d'ailleurs été formidable sur la fin de Marie-Claude, m'a aidé pour les bouteilles d'oxygène de Marie-Claude, etc. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Vous m'y amenez, je le dis pour la première fois. Et je le dis pour la première fois, je suis content que ce soit chez vous. Et il se fait que, oui, Dorothée a un grand garçon, une grande fille, Victoire, et avec Michael, qui est un adorable garçon, ils ont fait tous les deux un petit Augustin qui n'est pas saint, mais qui est adorable. Donc moi qui n'ai pas été père, je me retrouve grand-père. Félicitations. Michel Onfray, je voudrais te poser une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi t'obsèdes-tu tant à vouloir prouver que je n'existe pas? Je ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Moi, je suis dans une logique judéo-chrétienne, je suis un judéo-chrétien. On a 20 siècles derrière nous, 15 siècles on dira. Jésus, pour moi, est une fiction, c'est pas un personnage historique. Et ce qui m'intéresse comme philosophe, c'est de voir comment tout ça se construit. Que Dieu soit le Dieu monothéiste, non, ça, j'y crois pas. Avec une barbe ou sans barbe, ou qu'il ait des sentiments humains, qu'il puisse se venger, qu'il puisse récompenser, qu'il puisse tout voir, tout savoir. Ça, pour moi, c'est une fiction, à l'évidence.
Mais j'ai pas envie forcément de nommer Dieu ce que l'astrophysique nous enseigne. S'il y a effectivement d'autres vies ailleurs, si notre vie continue sous une autre forme, moi j'attends que la physique m'en fasse la démonstration. Et si on veut appeler ça Dieu, j'ai rien contre Dieu. Ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les gens qui s'en réclament pour imposer leur mode de vie aux autres. C'est ça qui me gêne. Gott mit uns. Oui, ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les religions, disons-le comme ça. Michel, si j'existais vraiment, que souhaiterais-tu me dire? Disparaît. Tom, il y a un truc là, une chose à laquelle je pense là, la question Colombo. Dites-moi, Michel Onfray, il y a un truc qui me chagrine. Vous attaquez beaucoup Emmanuel Macron, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans la battle, mais chaque fois vous dites que Emmanuel Macron est un roi. Mais pas du tout. Vous avez vu The Crown? Non. Quand on voit The Crown, on comprend que Macron n'est pas un roi. C'est au plus un dictateur libéral. Mais c'est pas un roi. C'est pas très cool pour les rois de dire que Macron est un roi, parce que les rois sont beaucoup plus respectueux des institutions qu'Emmanuel Macron, je vous garantis. Ah mais vous avez raison. C'est vrai. C'est vrai. Je suis dans un esprit polémique dans ce genre de texte. Donc, pour beaucoup, le roi, c'est le pouvoir autocratique et monarchique, c'est le pouvoir d'un individu qui décide indépendamment des lois. C'est Louis XIV. Mais les rois d'aujourd'hui, ils se comportent beaucoup mieux qu'Emmanuel Macron. Vous avez complètement raison. Oui. Mais même Louis XVI. Même Louis XVI, l'affection pour Louis XVI. Bien sûr. Et même pour Louis XIV, d'une certaine manière, on ne va pas comparer ce qui est incomparable. Ah oui, c'est l'anachronisme de comparer. Absolument. Mais c'est une façon de parler. On a vraiment l'impression que les révolutionnaires sont tous des gentils, que les rois sont tous des méchants. Oui. Je jouais un peu sur ça, mais historiquement, c'est vous qui avez raison. Merci. Alors, il y a eu pas mal d'histoires, la Benalla, c'est incroyable l'histoire de Benalla. La perquisition chez Benalla. Il va avec les flics chez lui, il n'a pas la clé, on demande un bélier au commissariat, le commissariat dit on n'a pas de bélier, tout le monde va se coucher, il n'y a pas un seul flic qui reste devant la porte de Benalla, et le lendemain matin, quand on y retourne, on s'aperçoit que le fameux coffre qui doit contenir on ne sait quoi a disparu. Oui, et le parquet refuse de poursuivre. Donc l'affaire est enterrée. Ben oui. Donc on est chez Pasqua, on est dans la barbouzerie là. Ben oui, tout est dit, effectivement. Oui, mais il y a plein d'histoires comme ça, je veux dire, depuis le début, et avec pas mal de gens. Il y a Agnès Salle qu'on réhabilite. Voilà une dame qui a utilisé des taxis pour ses enfants, 40 000 € de frais de taxi à l'époque où elle travaillait à l'INA pour ses enfants. Et cette dame qui a été condamnée a eu de la promotion Macron, promotion soutenue par Madame Nyssen, qui elle est dans l'illégalité aussi avec l'augmentation de surface. La surface de ses bureaux et de sa maison dans le sud d'ailleurs. Il y a la nomination de Philippe Besson. Il vient d'être nommé donc consul à Los Angeles. Oui. Bah, avec là encore une décision personnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un décret qui a été signé par Macron, enfin choisi et décidé, pour qu'on puisse choisir quelqu'un qui sortait pour le coup du 3 août, il y a un décret du Quai d'Orsay. Habituellement, le Quai d'Orsay nomme des gens à ce poste-là, ça suppose quand même des compétences. Quand on est consul de France là-bas, on joue un rôle extrêmement important, et le fait qu'on écrive des romans, ça ne suffit pas. Donc effectivement, on est dans une dictature illibérale, pour le coup, alors que c'est au nom du libéralisme, de l'argent et du marché, et de fait, on peut se dire, mais les gens qui ont cru que Macron changerait quelque chose se sont trompés. Et voilà, on se retrouve après la pub pour les terriens du samedi avec Michel Onfray, Frédéric Tadei, Stéphane Plaza, Daphné Burki et Simon Porte, Jacques Mus. À tout de suite. Il est où, Bafi? Laurent? Oui. Bah viens. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Quel beau décor! T'avais peur, non mais t'avais peur, tu l'as très bien défendu. Mais oui, mais c'est magnifique, t'as mis beaucoup d'argent dans beaucoup, en plus c'est nous qui payons, c'est pas la chaîne. Donc là tu ne gagnes plus rien, tu ne dégages plus pendant aucun quelques mois on va pas gagner beaucoup, mais après bon, on va se refaire. On sera là pour les gens, Merci, Laurent. Alors t'as vu, tout a changé. Hein. Est-ce que toi t'as changé, toi? Écoute, moi oui, j'ai changé, je suis devenu beaucoup plus humain. Oui. Mais c'est vrai en plus. Toi tu as changé, le décor a changé, le titre? Le titre, alors ça s'appelle Les Terriens du samedi. Tu vois, parce que comme il y a les Terriens du dimanche,
Il fallait qu'il y ait les terriens du C'est samedi. pour que les gens se repèrent, en Voilà, fait. c'est l'émission qui permet de savoir quel jour on est, en fait, tu vois. Et voilà. On m'a parlé de Yann Moix. Où est-il? Ben, tu vas voir. Ah, Ouais. retour du blind test? Ben, le blind test, on a pris une grande décision. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas jouer seul contre tous. Parce que tu es tellement... Ah, d'accord. T'es tellement fort, t'es Baffy contre le reste du monde. Mais j'ai beaucoup baissé depuis mon AVC, hein. Et puis il y a un truc qui est nouveau aussi. Le générique. Et voilà. Go down. Ouais, salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de Michel Onfray et de Laurent Baffy. Ça, c'était le nouveau générique. Ouais. Il est vachement Il te bien. plaît? Il est vachement bien. Ah mais c'est super Laurent. que ça Je te plaît. préférais l'ancien. Mais il est vachement bien. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. C'est les mois d'or. J'accueille Yann Moix. Et voilà. Yann Moix est en Corée du Nord. Ah. Avec Gérard Depardieu. Mais j'en profite quand même, c'est une chance pour donner la parole à quelqu'un qui ne l'a plus tellement, ou presque plus. Et finalement, j'en suis très heureux. Parce que Frédéric Tadei est un ami et quelqu'un qui a une grande valeur. Et malheureusement, il a des soucis pour pouvoir s'exprimer. Tu veux dire quelque chose? Pardon, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas engagé Frédéric Tadei qui est là, lui? Alors Frédéric, comment ça va? Ça va très bien. Alors tout a commencé en juin 2017, quand France 2 a supprimé votre émission qui s'appelait Hier, aujourd'hui, demain. Non, c'est moi qui suis parti. Ah, vous êtes parti parce que vous en avez marre de bricoler une émission Voilà. dans votre coin. Oui, c'est-à-dire que on m'a demandé de faire une émission pour 22h30. Déjà, on me l'avait mise mensuelle. Ouais. Quand vous venez de faire l'émission culturelle... Quand vous faites une quotidenne et qu'on vous donne une Non, mensuelle... mais vous avez fait l'émission culturelle la plus longue de l'histoire de la télévision française. Vous dites, ils vont être sympas, ils vont me remercier. Non, une mensuelle Ouais. pour 22h30 et il la passe à 1h du matin. Ils vous ont forcé à partir d'une Non, certaine ils auraient pu façon. lui donner une annuelle à 5h du matin aussi. C'est vrai. Le mec n'est jamais content Il y aussi. a toujours pire. Mais chouine. je veux Non. dire, allez, on va faire... Je suis d'accord, ça me coûtait pas grand-chose. C'est sûr qu'ils m'auraient pas gardé. Mais... Ensuite, ça a continué avec votre remplacement dans Dardar, un format court culturel que vous présentiez depuis 2002. Alors là, pourquoi ils vous ont viré sur ce coup-là? Je sais pas, je vais pas demander d'explication. Ah ouais. Bonne Que émission. Dardar, c'était vachement bien. Ouais, vachement bien. En fait, tout ça avait vraiment commencé à sentir le roussi en 2016, quand France 3 avait déprogrammé Ce soir ou jamais, votre quotidienne culturelle, que vous avez animée effectivement pendant 10 ans. Peut-être que si les gens l'avaient regardé, ils l'auraient Peut-être. laissé. Voilà. Mais ça marchait bien, non? Oui. Ouais. Non, et on l'a même reculé d'une heure à un moment pour que ça marche un peu moins bien avant de les supprimer. Non, ça marchait Vous bien. êtes allé dans l'émission Ce soir ou jamais, vous, non? Oui. Ça, c'était bien, non? Oui, bien sûr. L'idée de faire une quotidienne culturelle, c'était formidable. Bon, c'était une performance intellectuelle Ouais. de votre part. Ouais. Et puis après, de réussir à faire un plateau comme ça tous les jours. Non, c'est une performance de Bah, ils télévision. l'ont arrêté. Oui, non, mais moi, j'ai été très triste parce qu'on entendait vraiment tout le monde. C'était Ouais. ça l'intérêt. Oui, oui. Alors ça partait. dans C'était tous ce les qu'on sens, lui a évidemment, reproché, c'est d'inviter tout le monde. Parce qu'à la télé, il y a des gens qu'il faut inviter, des gens qu'il ne faut pas inviter, c'est bien C'est connu. toujours le problème. Mais je ne crois Bah oui. même pas que ce soit ça. Franchement, je pense que c'est plutôt un changement de politique, à savoir que le service public a été ambitieux et que là, on est plutôt avec une direction, enfin, la nouvelle Ernotte, direction. Ernotte. Ernotte, un peu pas Ernotte, de nom, comme mais- non, Non, parce que sans citer de nom, Ernotte. tout le monde en dit du Ernotte. mal. Il se trouve que j'ai été le premier, mais après, le président de la République a dit que le service public, c'était une honte, donc Oui. il est bien plus méchant que moi. hein. Oui, vraiment. Donc, Ah, il y a un truc que j'adorais dans votre émission, c'est le générique. oui, Ah, le générique de Botton. Frédéric Botton. C'est du bien. Enfin. Il
Il y a un peu une fausse promesse parce que ça fait un peu ambiance porno des années 70. Et on a plus envie de se caresser que de réfléchir. Et peut-être que ça a contribué à la chute de l'émission. Mais c'est parce que c'était juste après avoir fait Paris dernière. C'est vachement bien. Vous savez que Serge Calfon est revenu parmi nous, ce qui me donne l'occasion de répéter à peu près 15 fois pendant l'émission. Magnéto, Serge. Je vous observe et je me rends compte que vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ça me fait jouir, comme vous dites? Parce que ça se voit. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit, d'accord. Ça se voit. Ben, vous savez pas ce que c'est que la jouissance, apparemment. Moi, je ne suis pas allé baiser le pied de Jean-Paul II en lui offrant un livre que j'aurais appelé La Divine Comédie. C'est de moi que vous parlez? J'ai baisé le pied, moi? Oui, il y a la photo. Mais il n'y a pas circulé. Mais vous avez des hallucinations, cher. Je ne baisse pas le pied. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Oui, mais je vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez pas mal dans ce domaine. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il y a derrière ce discours apparent de Marine Le Pen sur la laïcité, sur la République, des choses qui ne sont apparemment une femme, c'est apparemment une divorcée, c'est apparemment une femme moderne. Absolument pas laïques. Moi, ce qui me gêne dans le Front National, c'est l'anti-islamisme, c'est tout. Voilà, pour le reste, je vois pas ce que vous pouvez lui reprocher. Elle est comme moderne comme vous, elle a fait ses enfants toute seule comme vous, elle a la même taille que vous, elle s'habille comme vous, elle a fait les mêmes études que vous. De quel droit vous la diabolisez? Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, eh bien, ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdelrahman Baffi. Ah, j'adore. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'effectivement, on voit très bien pourquoi ils ont supprimé l'émission, il suffit de regarder les invités. Ensuite, le Taisez-vous de Finkielkraut restera aussi célèbre que le Je vous demande de vous arrêter. Exactement. D'ailleurs, quand il me dédicace ses livres, il me signe de la part de Taisez-vous. De Taisez-vous. Prends-le en sampleur, ça. On va le prendre en sampleur. Alors, vous avez dit dans Le Point cette semaine, la télé est devenue une médiocratie, un système qui promeut ce qui n'est ni bon ni mauvais et où règne le compromis. Oui, c'est Alain Deneau qui a écrit un livre formidable qui s'appelle La médiocratie, et il explique que ça existe de plus en plus dans les entreprises, dans les universités, et je crois que le service public, en tout cas, de télévision, c'est devenu un peu ça, oui. Mais enfin, de là à abandonner complètement toute ambition et de faire du moyen, parce que c'est ça la médiocratie, hein, c'est le culte de ce qui est moyen. Tout ce qui est moyen, voilà. Tout ce qui est moyen ne dérange personne. En fait, on se demande plus maintenant si une émission est bonne ou mauvaise, on se demande si elle fait de l'audience ou pas, en gros. Oui, mais même ça, hein, vous remarquerez, il y a des émissions, on leur demande même pas de faire de l'audience, on leur demande juste de pas faire de vagues. Très bien. Bonne punchline. Mais tout va changer parce que vous revenez à la télé, alors. Eh ouais. Et voilà. Alors vous revenez sur Russia Today. Sûr? Russia Today. Je crois que je l'ai, cette chaîne. On dit RT France. Frédéric Tadei ne peut plus s'exprimer sur le service public, il est obligé d'aller travailler chez Poutine, chez Russia Today. Vous allez animer une émission qui s'appelle « Il est interdit d'interdire », donc une émission de débat 4 fois par semaine, et vous dites « C'est la seule chaîne qui m'est donnée carte blanche ». Voilà où on en est. Carte blanche pour faire ce que j'ai envie de faire en ce moment à la télévision, c'est-à-dire des émissions ambitieuses, culturelles, de débat, où je peux inviter des gens qu'on voit pas ailleurs, qui sont pas d'accord entre eux. On va regarder le teaser. Magnéto, Serge. Ce qui manque à la télévision, ce sont les vrais débats avec des invités qui savent vraiment de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux. Ça manque terriblement. Et voilà, Frédéric Tadei. Alors, Russia Today, donc 4 jours par semaine. À quelle heure? 19h. Alors, travailler pour un média financé par la Russie de Poutine, ça vous pose pas de problème? Moi, je me fous totalement de savoir qui me paye, du moment que je peux faire ce que je veux, inviter qui je veux, parler de ce que je veux. Il n'y a aucune importance. Ceci étant, s'il y a un débat sur Poutine,
par exemple. Mais je ferais exactement comme ça. Mais tu vas inviter des anti-Poutine. Bien sûr, comme dans Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais, à chaque fois qu'il y avait un débat sur la Russie, j'invitais les pro-Poutine. Ouais. Mes collègues n'invitent jamais, hein, et que moi. Ça, c'est sûr. Et évidemment, les anti-Poutine qui auront libre antenne et pourront dire absolument ce qu'ils veulent sur l'antenne de RT France. D'accord. Alors, quand même, RT France donc, a fait l'objet d'un avertissement du CSA. Vous me direz, moi j'en ai eu 4. Le 29 juin 2018, après la diffusion d'un sujet niant la réalité des attaques chimiques en Syrie, problème de traduction, et Xenia Federova, la directrice de la chaîne, a prétexté une bourde technique. Alors, moi, c'est simple, parce que j'ai posé la question, on m'a expliqué exactement ce qui s'était passé. Ils se sont trompés sur les sous-titres. Et c'est là où le CSA fait très très bien son travail, parce que c'était quand même en dialecte syrien. Ouais. Et au bout de 2 mois, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur et que donc, effectivement, la personne qui parlait ne disait pas ce que les sous-titres ou le doublage lui faisait dire. Ça veut dire que quand même, il bosse. Alors, l'Élysée refuse d'accréditer les journalistes de RT France. Emmanuel Macron s'en est pris à RT France en mai 2017 à Versailles. Magnéto, Serge. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. On parle de France Inter, là. Oui, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, la chaîne n'existait pas encore. Hein. Donc il parlait peut-être, je ne sais pas, franchement, mais je crois qu'il parle de Russia Today. La maison mère. La maison mère, envoyé des jeunes. Frédéric, est-ce que vous connaissez l'expression « on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère » Qu'en pensez-vous? Je sais pas, moi je ne crois pas au diable. Alors, donc, lui, il ne croit pas en Dieu, vous ne croyez pas au diable. On est vraiment, alors là, aujourd'hui... Et toi, tu crois aux deux? Ah bah oui, moi j'ai peur d'aller en enfer. Eh ben prépare-toi psychologiquement. Et voilà. Et maintenant, c'est l'heure du débat de la semaine. C'est la battle. Et voilà la battle, le débat au débit avec ce soir Charlotte Dornelas et Aurélien Taché. C'est terrible. Parce qu'en fait, quand on fait Sciences Po, on ne vous apprend pas à descendre des escaliers de music hall. Donc c'est un peu compliqué, mais vous y êtes très bien arrivés, je vous félicite. J'ai pas fait Sciences Po, moi, Thierry. Charlotte Dornelas, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles, bienvenue parmi nous. Et vous, Aurélien Taché, vous êtes député de la République En Marche du Val d'Oise, bienvenue parmi nous. Alors la battle de ce soir, progressiste contre populiste, la bataille de l'Europe a commencé, mais d'abord, Blacko. Macron et Salvini ne sont d'accord sur rien. Sauf sur une chose, l'Europe est désormais divisée en 2 camps inconciliables. D'un côté, Macron se présente comme le leader des gentils progressistes face aux vilains populistes que seraient Orban et Salvini. Sauf que dans l'autre camp, on voit les choses différemment. Macron a migrációt támogató pártok vezetője ma Európában. Vagyunk mi, akik meg akarjuk állítani az illegális migrációt. En refusant d'accueillir les migrants de l'Aquarius qui ont finalement débarqué à Malte, Salvini s'est imposé comme le leader des anti-migrants en Europe. Ce bateau ne verra l'Italie que sur une carte postale. Pas parce que Matteo Salvini est un méchant égoïste, non. C'est parce qu'il y a des règles et qu'elles doivent être respectées. Sa force, c'est de représenter la 3e puissance économique européenne avec 70% des Italiens qui le soutiennent. Désormais, son ambition est de créer une coalition européenne avec le soutien du Hongrois Orban et de ses alliés polonais, tchèques et slovaques, mais aussi de l'Autriche et de la Bulgarie où l'extrême droite participe au gouvernement. Salvini aura même droit au soutien de Steve Bannon,
l'ancien conseiller de Trump qui va s'installer à Bruxelles pour soutenir les populistes européens. Face à cette offensive nationaliste, Macron paraît de plus en plus isolé. Vive l'Europe. Certes, hier à Marseille, il s'affichait avec Merkel. Sauf que la chancelière traîne comme un boulet sa décision d'avoir accueilli 1 million de migrants en Allemagne. Willkommen, bienvenue, welcome. En juin dernier, il a fallu qu'elle durcisse les lois sur l'immigration pour éviter la démission de son ministre de l'Intérieur. Et pourtant, l'extrême droite ne cesse de progresser, comme en témoignent les manifestations de Chemnitz. Même les pays scandinaves, réputés pour leur tolérance, ferment leurs portes aux migrants. Au Danemark, le gouvernement voudrait expulser les migrants dans des camps en Albanie, tandis qu'en Suède, l'extrême droite devrait réaliser un score historique aux législatives prévues demain. Alternativ för Sverige är din rörelse. Face à cette montée du nationalisme, Macron bombe le torse. Je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Après tout, il a prouvé qu'il tirait plus vite que son ombre en flinguant Le Pen au débat présidentiel. Alors dans son duel avec Salvini, il soigne son image de gentil progressiste, tandis que Salvini serait l'affreux méchant. Mais attention, dans la vraie vie, c'est pas comme au cinéma. Des fois, c'est l'affreux méchant qui gagne à la fin. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graphe. Alors, le 26 mai 2019, au soir, on saura qui des progressistes ou des populistes a gagné la bataille de l'Europe. Macron ou Salvini, Orban, qui va gagner? Charlotte Dornelas, lors de l'affaire de l'Aquarius, vous avez pris position pour Salvini, car il refuse, dites-vous, de payer l'incompétence européenne et la violation des frontières de l'Italie par les ONG. Pour vous, Salvini, à l'issue de ces pseudo-accords de Bruxelles, a gagné le bras de fer. C'est sûr qu'il a en tout cas réussi à imposer cette question-là à l'Union européenne et c'est derrière effectivement Emmanuel Macron qui, avec son allié Angela Merkel, ont essayé de trouver un accord que d'ailleurs l'Union européenne n'a toujours pas trouvé. Alors ils nous ont dit on a accouché d'un accord qui n'a absolument rien changé et la vérité c'est que pendant qu'Emmanuel Macron continue à dire seule l'Europe peut apporter une réponse sur les questions de l'immigration, Salvini, lui, a pris une décision, qu'on soit d'accord ou pas, il a montré qu'à l'échelle nationale, il arrivait à prendre une décision que l'Europe ne parvenait pas à offrir. Voilà. Alors, Aurélien Taché, donc pour vous, les cyniques irresponsables comme Orban et Salvini, qui sont prêts à laisser ceux qui fuient la guerre mourir en mer, nous trouverons face à eux. Là, vous y êtes, là. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai bien aimé le reportage, mais moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est Macron le gentil. Aujourd'hui, c'est nous qu'on accuserait de vouloir imposer aux Français des migrants qui seraient dangereux pour leur sécurité, une Europe dont ils ne voudraient pas. Finalement, est-ce que c'est pas nous aujourd'hui les méchants? Donc moi, je suis d'accord, si le méchant gagne à la fin, ça me va bien, mais je suis pas sûr qu'on puisse poser le débat dans ces termes. Non, plus sérieusement, moi je crois qu'en fait, c'est simple, il y a ceux qui veulent l'Europe et il y a ceux qui en veulent pas. Il y a ceux qui pensent que l'Europe, ça peut marcher pour accueillir les migrants. Ils pensent que quand un bateau arrive, bah, le bon sens, c'est de le faire accoster dans le premier port, puis ensuite d'essayer de répartir les gens dans les différents pays. Et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut plutôt les laisser en mer. Et moi, personnellement, ça m'empêcherait de dormir. Voilà. Ouais. Alors, Michel, pour vous, c'est toute la perfidie du système maastrichtien, c'est-à-dire de laisser croire que quiconque n'est pas eux est contre eux. Oui, moi, au contraire de vous, j'ai pas aimé le reportage du tout, parce qu'il y a une façon d'utiliser les mots comme si les choses étaient extrêmement simples, on aurait les progressistes. Ouais. Progressistes. Déjà, alors qui est contre le progrès? Déjà, il y a quelque chose de dit dans le progrès. Et puis les populistes. Populistes, c'est pareil, mais on pourrait opposer les populistes aux populicides. Ouais. Gracchus Babeuf avait inventé ce terme-là pendant la Révolution française. Et je trouve que si on veut vraiment utiliser populiste, alors allons-y avec les populicides. Le choix n'est plus entre les méchants populistes et les bons progressistes, c'est-à-dire entre l'obscurantisme absolu et puis entre le progrès et les lumières, mais juste entre ceux qui défendent le peuple, les populistes, et ceux qui les tuent, populicides. Et je trouve que c'est pas exactement la même chose. Vous voyez déjà comment la chose est présentée, comme quand vous nous dites, en gros, si on n'accueille pas les migrants, c'est qu'on est contre l'Europe. Donc voilà, etc. Mais pas du tout. Il y a une espèce d'État maastrichtien aujourd'hui qui est ultra-nationaliste. Quand j'entends Macron dire le nationalisme, c'est pas bien, mais qu'il commence déjà par l'Europe maastrichtienne, qui elle est nationaliste. Elle a son hymne, elle a sa devise, elle a son drapeau, elle a sa monnaie. Donc c'est un empire. C'est un empire dans lequel les présidents de la République sont transformés en Premier ministre, voire en ministre. Macron est le Premier ministre de l'empire maastrichtien. Donc qu'on dise vraiment les choses. On nous dit, vous avez intérêt à être du côté du bien, et le côté du bien, c'est l'Europe maastrichtienne. Si vous êtes du côté d'une Europe qui n'est pas maastrichtienne, vous n'êtes pas européen. Si vous n'êtes pas européen, qu'est-ce
Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes nationaliste. Si vous êtes nationaliste, c'est quoi? C'est que vous voulez la guerre. C'est-à-dire que Mitterrand, je suis en train de lire les livres de Péan, là. Mitterrand qui nous dit le nationalisme, c'est la guerre. Au Bundestag, chez les Allemands, ils s'en viennent nous dire une chose pareille. On se dit, mais on va peut-être arrêter avec cette idée que le nationalisme, c'est la guerre. Je pense que si le nationalisme, c'est la guerre, l'Europe maastrichtienne, qui est comprise comme une nouvelle nation et qui génère un nouveau nationalisme, je ne dis pas la guerre, mais une situation extrêmement dangereuse. C'est une poudrière, c'est total. On va effectivement faire voter les gens. Si les gens votent contre, on va leur dire, mais vous l'aurez quand même et on va vous le prendre quand même. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour frustrer les peuples. Tous ceux qui disent, mais attendez, n'oubliez pas les peuples, on dit, vous êtes des populistes, et on continue, en jonglant avec ces mots, de passer à côté de la réalité, qui est une réalité terrible. Un jour, on réécrira l'histoire et on dira, regardez ces moments où on opposait les progressistes et les libéraux. Frédéric Tadei, vous pensez quoi de cette opposition qui, d'après Michel Onfray, est finalement factice entre progressistes et populistes? Je me méfie toujours des mots, et c'est vrai qu'on fait toujours des guerres de vocabulaire. La propagande, ça commence par les mots, toujours. Oui. C'est comme ça. C'est toujours marrant, on voit ce que l'histoire retient après. Pourquoi là, quand on parle de la guerre du Golfe, par exemple, on parle des troupes de Saddam Hussein. C'était pas l'armée irakienne, c'est les troupes de Saddam Hussein. Oui. Ça en dit long. Il faut faire attention aux mots. Voilà. Oui. Aurélien. Non, mais moi, ce que je trouve quand même un petit peu incroyable dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien comment, dans le propos que vous défendez, qu'au contraire, être gentil aujourd'hui, ce serait être du côté du peuple. Et donc le peuple serait... Je n'ai pas utilisé le mot gentil, moi. Non, mais en tout cas, il y a quand même une espèce d'idée de dire que voilà, c'est être du côté du peuple, c'est le bon sens. Dire ce que je n'ai pas dit. Forcément, le peuple parlé en termes de morale. N'aimerait pas l'Europe. Forcément, le peuple se méfierait des étrangers. Forcément, le peuple, on aura une espèce de bon sens comme ça, qui fait qu'on serait forcément anti-européiste aujourd'hui ou que l'immigration serait une mauvaise chose. Je sais pas. Moi, j'ai grandi dans une famille d'ouvriers, dans un petit village. Et pourtant, à 12 ans, je me sentais antiraciste, citoyen du monde. Et je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Et pourtant, mais ce que vous dites de mépris des ouvriers. J'ai été élevé dans une famille d'ouvriers et cependant, j'étais antiraciste. Ça veut dire quoi, que les ouvriers sont racistes? Parce que forcément, il y aurait un bon sens paysan, un bon sens populaire qui voudrait dire qu'on serait contre le peuple, contre l'Europe. Mais si, aujourd'hui, c'est le discours dominant. Le discours des gentils, c'est celui-là aujourd'hui. Le peuple vote contre l'Europe, vous mettez les votes du peuple à la poubelle. C'est tout ce que je dis. Et c'est comme ça partout. Regardez le Brexit. Le Brexit, ça fait pas une masse homogène, forcément réactionnaire, et ça fait 3 ans qu'il y a un Brexit, ça fait 3 ans les Anglais ont voté contre. Le Brexit existe, ça fait 3 ans qu'on nous dit c'est pas possible. Toute la presse nous dit, majoritairement, on nous dit oh là là, ça va être une catastrophe économique, vous allez voir quand ça va se faire. Alors on essaie de faire un Brexit doux. J'adore le vocabulaire, un Brexit doux. Les Anglais réclament un nouveau référendum. Est-ce qu'il y a des viols doux? Est-ce qu'il y a des... Comment? Les jeunes Anglais sont dans Londres pour manifester, pour réclamer un nouveau référendum. Des gens qui voient bien. Évidemment, ceux qui ont. Évidemment, ceux qui. Mais on voit bien que ça marche. Ça veut dire que quoi? Que quand il y a un vote qui vous déplaît, on recommence à voter jusqu'à ce que ça vote comme vous. Michel, il faut dire quand même une chose, c'est ce qui s'est passé quand les Français ont voté non en 2005. Ils ont fait passer par le traité de Lisbonne, exactement le même texte, mais ils l'ont fait à la Chambre des députés, ils ne l'ont pas fait avec un vote national. Le Congrès, Sénat et Assemblée nationale. Voilà, il y a des gens comme vous qui, effectivement, disent le peuple, on n'en a rien à foutre. Il a voté un jour pour nous, on s'exprime. Charlotte, j'aimerais bien vous entendre quand même là-dessus. Non, mais il y a une question qui est effectivement la place du peuple. Parce que c'est intéressant ce que vous nous dites, arrêtez de parler au nom du peuple. Mais alors, dans ces cas-là, c'est carrément le principe même de la démocratie qu'on remet en cause, parce qu'il me semble qu'avant que les partis dits populistes arrivent au pouvoir et soient choisis donc par une majorité, en tout cas de votants, les personnes qui gagnaient ces élections n'étaient jamais taxées de populisme. Or, aujourd'hui, on essaye, par un phénomène qui joue encore sur les mots, d'associer populisme et démagogie. C'est-à-dire qu'on traite toujours la question du populisme du côté des gens qui le représentent. Mais ces gens-là, s'ils ont une offre qui est effectivement qualifiée de populiste aujourd'hui, la démagogie, elle est inhérente à la démocratie, en fait. Elle n'est pas inhérente au populisme. Ça, c'est une certitude. Donc, le populisme, on le voit du côté des gens qui présentent l'offre. Mais ce qu'il faudrait peut-être étudier, et encore plus quand on est un homme politique aujourd'hui en Europe, c'est la demande qui a généré cette offre. C'est du côté du peuple, effectivement. Puisqu'on parle de vague populiste, c'est pas 3 personnes aujourd'hui qui ont gagné des élections qui provoquent cette vague. C'est qu'avant, c'est effectivement une partie du peuple, bien évidemment, mais qui aujourd'hui se présente de plus en plus majoritaire dans beaucoup de pays. Et ces peuples-là, on a souvent dit, il y a une société, on va baser ça sur le libre-échange, l'ouverture des frontières, en gros. Donc économiquement, le libre-échange et l'ouverture des frontières pour les hommes et la mobilité, la circulation, etc. On a appelé ça, les gens ont autoproclamé ça, une société ouverte. Ça veut dire que les gens qui s'opposent à ça, ça s'appelle quoi? Une société fermée. Mais on peut aussi dire qu'à l'échelle de l'enracinement, à l'échelle des hommes, le contraire de ce qui a été appelé une société ouverte,
c'est tout simplement la volonté de demeurer. Et ça, c'est pas du tout une question de totalitarisme ou c'est pas une question des années 30 ou je ne sais quoi. C'est absolument inhérent à l'humanité depuis le début. Donc on peut pas prendre à chaque fois que ça a merdé, on va pas prendre cet exemple-là. Aurélien. Aujourd'hui, en France, les gens qui ont rejeté l'Europe, ils ont fait 35% aux élections présidentielles. Emmanuel Macron a été élu sur une ligne claire. Il proposera l'Europe, il fera l'Europe. Ça fait 65% aux élections présidentielles en France. Donc le peuple, aujourd'hui, il a voté pour l'Europe et pour l'ouverture que vous décrivez. Alors, monsieur dit, c'est un menteur, il a raison. On peut quand même dire que votre façon de présenter les choses est terrible. Vous avez vu le nombre de millions de gens qui n'ont pas voté, le nombre de gens qui ont voté pour Macron parce qu'ils voulaient voter contre Marine Le Pen. Ça ne suffit pas pour faire une légitimité pro-européenne. Quand on veut une légitimité pro-européenne, assez clair, il y a eu un vote. On peut quand même pas le contester. On a voté pour Macron, donc on a pris un paquet. On a dit oui. Alors c'est un petit peu facile quand même de dire que quand un président ne vous convient pas, c'est le grand truc de Mélenchon aussi depuis 1 an et demi, parce qu'il n'y aurait pas eu assez de votes. On refait les calculs dans tous les sens. C'est la Ve République. Il y a une élection présidentielle, il y a des élections législatives. Ce président a toujours été très clair sur la question européenne, bien plus que tous les précédents. Ce mouvement aussi. Il veut l'Europe. Ils ont gagné et on a gagné. C'est malhonnête de dire que les gens qui ont voté pour Macron avaient en tête l'idée qu'il fallait défendre l'Europe maastrichtienne. C'est tout ce que je dis. Je dis pas autre chose. Je dis pas qu'il faut refaire les élections. Je dis vous n'avez pas le droit de dire que tous ceux qui ont voté pour Macron soutenaient le projet maastrichtien. C'est faux. Vous savez bien que c'est faux. Alors, une question. Michel. Thierry, tu as fait une question. Une question. Le 26 mai 2019, quel est votre pronostic? Qui va gagner? Longchamp dans la 3e. L'abstentionnisme. Vous pensez que c'est plutôt l'abstentionnisme? Oui, les gens savent bien que s'ils votent contre, de toute façon, on leur dira on recommencera, on fera comme si vous n'avez pas voté contre, vous n'avez pas compris, parce que vous êtes des crétins, vous êtes des incultes, vous êtes des pécores, vous êtes des régionalistes, vous êtes des provinciaux, vous êtes des bac-5, vous êtes etc. Vous n'avez rien compris, vous ne connaissez pas l'histoire. Donc les gens vont dire à quoi ça sert? C'était la même chose au présidentiel. Donc l'abstention. Charlotte, qui va gagner le 26 mai 2019? C'est-à-dire que si on parle d'élections européennes, évidemment, l'abstention, a priori, à moins qu'il y ait vraiment un grand basculement. Mais cette fois-ci, il y a quand même un vrai débat. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'abstention que le dit Michel Onfray, parce que là, quand même, il y a une radicalisation, un clivage beaucoup plus important. Cette élection pourrait être finalement un peu une élection d'abord sur Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent on est très déçus, on a été trahis. Bon, c'est un peu toujours la même chose, c'est pas spécialement contre Emmanuel Macron. Et par ailleurs, ça pourrait quand même être aussi un peu un référendum sur l'immigration, parce qu'on voit bien que le populisme, il est caractérisé, ou en tout cas c'est un symptôme beaucoup plus d'un malaise profond qui se caractérise, en tout cas qui se voit. On a parlé pendant des années des minorités visibles, et ben voilà, à force d'être visible, c'est effectivement là-dessus que ça se cristallise. Aurélien, le 26 mai, qu'est-ce qui va se passer? C'est mon anniversaire, donc j'espère qu'on va gagner. C'est gentil. À part ça, je pense qu'il y a un sujet. Il y aura effectivement. Quel âge Il y aura 35 ans. T'en as trop dit. Il est mignon. Il y aura forcément une abstention importante, mais je crois vraiment qu'ils peuvent gagner, moi, Salvini, Orban et le camp oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils peuvent gagner. Vraiment qu'ils peuvent gagner. Et donc, il y aura un débat. Il y aura un débat sur un moment. Est-ce que c'est effectivement le Brexit la solution pour la majorité des Européens et est-ce qu'on arrête avec l'Europe? Parce que moi, je ne crois pas beaucoup au plan B, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit que voilà, il y a eu la nation au 19e siècle, il y a eu une transcendance, il y a eu dans l'esprit national. Est-ce qu'on peut avoir, c'est la même chose au niveau européen, est-ce qu'on peut avoir une souveraineté au niveau européen? Ce que vous disiez tout à l'heure était extrêmement intéressant. Moi, je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui est possible. C'est la question. C'est ce que disent des philosophes comme Balibar, Habermas, etc. Est-ce qu'on arrivera un jour à ça ou non en Europe? Je crois que le moment est venu de trancher et que cette élection européenne, ce sera le choix du retour à la nation ou de finir l'Europe fédérale, de la parachever, d'avoir une vraie démocratie au niveau européen qui permette de régler un certain nombre de questions. On veut bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Juncker, qui est le patron du Luxembourg, qui est le pays qui fait le plus d'évasion fiscale dans le monde entier, c'est pas galvanisant, Aurélien. Non, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut réenchanter un peu ce rêve européen. Oui, je suis d'accord avec vous. J'espère qu'Emmanuel Macron va réussir à le faire. Je le souhaite. Mais il y a vraiment des sujets sur lesquels aujourd'hui, le climat, la migration, le numérique, l'économie de service, tous ces sujets-là, je crois que l'échelon adapté, c'est l'Europe. C'est que c'est ça qu'il faut avoir comme débat le 26 mai. Et non, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie au niveau européen. Il y a aujourd'hui Maastricht, il y a aujourd'hui des choses techniques, mais il n'y a pas une espèce de dépassement de la France dans un projet européen politique et qui soit en capacité de répondre à un certain nombre de questions. Moi, c'est ce que je souhaite. Bon, écoutez, merci. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler. On vous reverra sûrement là-dessus. Charlotte Dornelas, merci d'avoir été avec nous. Aurélien, très heureux de vous avoir rencontré. Merci d'avoir été avec nous. Frédéric, merci. J'espère que Yann Moix sera rentré de Corée du Nord la semaine prochaine. Sinon, je vous réinvite avec plaisir. Michel Onfray,
Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le deuil de la mélancolie, chez Robert Laffont, et aussi en Frais TV. Et voilà, on se retrouve après la pub pour les terriens du samedi avec Daphné Burki, Stéphane Plaza, Simon Porte-Jacquemus et Laurent Baptiste. Bonsoir, les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Laurent Baffy est toujours avec moi. Et j'accueille Daphné Burki, Stéphane Plaza et Simon Porte-Jacquemus. L'escalier, alors, ça s'est passé comment? Il est dangereux. Dangereux. Il est mouvant. Oui. Il va y avoir des morts. Il est dangereux. Ouais. Mais Il est super. très tendance, mais il va y avoir des morts. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Alors, Daphné, vous êtes l'un des visages de France 2. Je suis contente de vous retrouver. Mais moi aussi, parce que vous m'avez planté 2 lapins. L'année dernière. L'année dernière. Vous êtes l'un des visages de France 2. Vous êtes aussi un petit peu les saints de France 2. Ouais. Vous avez montré depuis le début de l'année? Pas encore, mais je l'avais fait en début d'année dernière. Bah, j'ai vu que tout le monde parlait des seins de Constance. Moi, je le fais tous les 2 ans à peu près pour baptiser une nouvelle émission. Mais bah, ça tombe aujourd'hui. Hein. Non. Cette année, vous avez voulu surprendre en commençant l'émission habillée. Habillée, exactement. Et c'était un scoop, tout le monde en a parlé. C'est un peu ça en plus. Ça va sur France 2? Hyper bien. Alors, vous connaissez. Non, sérieusement. Bah moi je trouve que c'est la chaîne où il faut être. Voilà. Ah bon? Ce qu'il faut. Ah ouais, t'es pas bien dans ta tête. Non, arrête. France 2 vous va très bien parce que vous donnez à France 2 une petite touch of class. Ok, voilà. c'est gentil. Voilà. Et alors, elle a son tatouage qui fait qu'évidemment tout est possible. Regardez. Voilà, elle a un tatouage Delphine Forever. Non, alors, évidemment, Delphine Ernotte. Delphine Ernotte adore ça. Ah, j'ai compris. Et Drucker et Sébastien se sont fait faire le même. Pour rester sur la chaîne. Et c'est vrai que vous avez fait tatouer sur votre corps le plan de France 2 pour pouvoir vous évader. Alors, Stéphane Plaza, mesdames, messieurs, le grand Stéphane Plaza, le meilleur loueur d'appartements d'Île-de-France devant Jawad. Ça a été les vacances avec Karine Le Marchand? Très bien, ça se passe toujours bien. Et Jean-Phi. Jean-Phi et Laurent Petit-Guillaume. Ouais, il y avait aussi Mathilda même, enfin bon. Karine est une grande amie à vous. Très. Est-ce que quand vous allez chez elle, elle vous reçoit avec les jambes croisées sur le canapé? Oh, elle croise, elle décroise, culotte sans culotte, tout va bien, quoi. Je vais être ravie qu'on parle d'elle. Mais vous n'êtes pas obligé d'assister à des mariages d'agriculteurs dans la Creuse, quand même, non? Non, j'avais pas choisi la Creuse, mais peut-être que l'année prochaine, j'aurai enfin le plaisir d'aller en Creuse. C'est votre ami. Et alors, vous êtes pote aussi avec les Macron. Ah bon? On regarde. Magnéto, Serge. Stéphane Plaza, il paraît que vous avez dîné avec le président, Brigitte Macron et Fabrice Lucchini. Je l'ai rejoint, en fait. J'ai pas dîné. Je l'ai rejoint après un spectacle et on s'est croisés et on a échangé. Oui. Et c'était bon? C'était bon et c'est des gens charmants, simples, charmants. C'est la première fois que vous les rencontriez? Oui. Mais... Ils cherchaient pas un appart? Non, mais peut-être un ministre, sait-on jamais. Voilà. Mais c'est la vérité. On peut le dire aujourd'hui, Emmanuel Macron a proposé à Stéphane Plaza d'être ministre du Logement. Je trouvais que j'allais remplacer Hulot, mais enfin... Non. Alors, Jacquemus, ça va? Bonjour, ça va. Simon Porte-Jacquemus, vous êtes le créateur de mode français dont tout le monde parle. C'est pas Jacquemus de Zola, ça n'a Non, rien à non, voir. non. Il fait comme ça. Une petite vanne littéraire, c'est de la vanne de chauffe. première émission, ça. Vous êtes imposé à Paris en 5 ans. Et on peut dire que cet été, vous avez été l'incarnation du génie national avec Mbappé et Alexandre Benalla. Vous êtes vraiment vous êtes tous les trois les stars de l'été. Il est bien entouré. Très bien entouré. On va en reparler dans la séquence donc, qui s'appelle Shopping, où chacun va pouvoir vendre ce qu'il a à vendre. C'est quand même beaucoup plus simple, parce que les gens viennent à la télévision pour ça en général. Ah. Mais en attendant, c'est l'heure de Viso. Comment
ça va? Mais bien, et vous, Thierry? Très bien. Bon, comme il n'y a plus l'orchestre et qu'on a réduit le budget, moi j'ai quand même amené... On n'a pas du tout réduit le budget. C'est sympa, ça marche. C'est comme les gréments, mais voilà, c'est en moins efficace. On fait des économies. Je suis content de vous retrouver tous cette saison, vraiment. C'est la deuxième saison. Ça va comment à France Inter, alors? Très bien. Elles se sent plus, les Salamé, là, hein, depuis l'histoire de Nicolas Hulot. Dès qu'il y en a un qui vient, il démissionne. Donc, si vous voulez, on attend Macron. Mais... Pas mal, pas mal. Attention, c'est Viso. Ah, il y a les jingles, Ah, il y a les jingles. J'ai passé l'été à faire des jingles. C'est très bien. Je sais que vous avez passé un bel été, tranquille. Vous êtes restés bien à l'ombre, comme Caris et Booba. Et moi, j'ai passé des belles vacances. Je suis parti très loin et j'ai disparu, comme Redouane Faïd. Et c'est parti, politique. C'est bien, j'aime bien. Ça marche bien. Ah, c'est super. Je sais pas pourquoi on les a gardés 10 ans, les gréments. L'info de la semaine, c'est la rentrée, évidemment. Et elle n'est pas folichonne pour tout le monde. Emmanuel Macron en déplacement à Laval en marge d'une rentrée cauchemardesque, a titré ce journal. Et c'est vrai, il lui arrive que des tuiles. La démission de Hulot, la démission de Flessel, les hésitations sur le prélèvement à la source. Aller à Laval, que des soucis. Et là-bas, il a parlé avec les enfants et il leur a dit... Professeur, c'est un beau métier et ça sert pour être président. Bon, alors jusqu'à preuve du contraire, on constate que prof, ça sert moins à être président qu'à être première dame. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point commun entre Macron et Hollande. Tous les deux ont pris une maîtresse. Et... Ah, ça a bossé. J'ai eu 2 mois pour la préparer, elle doit être bonne. Elle doit être bonne, celle-là, ouais. Mais la plus grosse tuile, et vous en avez déjà parlé de l'été, c'était l'affaire Benalla. D'ailleurs, on a appris cette semaine, c'est cocasse, que Benalla était en possession de la Coupe du Monde 3 jours après la finale. Alors d'abord, en tant que Belge, si vous voulez, je me suis dit, c'est vrai que la Coupe du Monde, on la donne vraiment à n'importe qui cette année. Je m'y attendais un peu. Oui, on a fait ce qu'on a pu. Et puis j'ai relativisé, j'ai dit, bon, il la mérite un peu, Benalla. Je veux dire, pendant la Coupe du Monde, il a eu autant de temps de jeu qu'Adil Rami. Et oui. Et en même temps, par rapport à Giroud, Benalla, au moins quand il frappe pas à côté, si vous voulez. On revient donc à Nicolas Hulot, cette démission surprise. Il a déclaré, après sa démission, j'ai le cœur triste, l'esprit léger et la conscience tranquille. Et c'est exactement la même déclaration que celle du capitaine du Costa Concordia, arrivé au port. Si, c'est la même. Et son successeur, eh bien, c'est François de Rugy. Et là, je pense qu'on peut parler d'un choix du charisme de la part d'Emmanuel Macron, ou peut-être le choix de la cohérence. Parce que François de Rugy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, il a été vert, et puis il a été au Parti Socialiste, et puis il a été au gouvernement En Marche. C'est donc pertinent qu'avant de s'engager vraiment à fond dans l'éolien, Macron choisisse une girouette. Et... Tu lui expliques, si vous voulez. Ouais, non, c'est important, c'est vraiment le traducteur. Il est tellement con. Ouais. Et François de Rugy, qu'est-ce qu'il a déclaré immédiatement? Il a dit, attention, moi je suis un écolo pragmatique. Et oui, moi aussi, qu'est-ce que c'est qu'un l'écologie pragmatique? Alors par exemple, je crois que ça veut dire que après avoir été invité à un déjeuner avec le patron de Monsanto, on lui paye un café bio issu du commerce équitable, c'est quelque chose comme ça. Si vous voulez, ça doit être quelqu'un qui utilise de l'eau de pluie pour laver son 4x4, si vous voulez. Et malheureusement, l'écologie pragmatique, c'est ce que les politiques vont continuer à nous faire avaler tant que les ours polaires n'auront pas le droit de vote. Oh là là. Il y a un niveau. Bim. Oh, on a... C'est autre chose que Tom Bella, quand même. Je me tue à vous le dire. Passons à gauche. On passe à gauche. Avec la phrase de l'été, Julie Gaillet. Beaucoup de gens espèrent le retour de François Hollande. Je vous laisse un moment pour rigoler un peu. Hein. Pas vraiment besoin d'ajouter une vanne à ça. Ça frise le one-man show. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que dans ce couple-là, on ne sait pas vraiment lequel des deux a le plus grand sens de l'humour. On passe à l'extrême droite. Marine Le Pen. Alors là, ça va pas bien. Les moyens financiers sont compliqués. Elle n'arrive plus à se payer ses affiches.
Et elles étaient pourtant pas mal, les dernières affiches, on va la voir ici. Alors moi, c'est pas tant l'encre et le papier qui coûtaient cher, c'était la licence Photoshop qui a coûté quand même. mais voilà, résultat, elle a dû faire un appel aux dons aux militants, et moi, ça m'a ému. Si vous voulez, Marine Le Pen obligée de faire la manche comme une vieille roumaine, ça me touche, ça me touche. Et ma dernière info politique, je pense qu'elle a échappé à pas mal de monde, et c'est bête parce que voilà, le titre, il est comme ça, je change rien. L'élu communiste Jean-Claude Kennedy a été placé en garde à vue la semaine dernière après avoir grillé un feu rouge et percuté un scooter avec sa voiture. Il était à 0,45 g à 19h. Mais le plus fou, c'est que le maire de Vitry-sur-Seine s'appelle Jean-Claude Kennedy. Dans la série, les prénoms qui vont pas super bien avec les noms, ça se pose là. On connaît pas vraiment de John Fitzgeraldus, on n'en connaît pas. Mais c'est fou cette histoire de malédiction du coup des Kennedy. L'attentat de JFK, l'assassinat de Bobby, le crash de John et maintenant la murge de Jean-Claude. Là, j'avais compris. C'est là, elle est bien. Allez, on peut passer. Politique internationale. Manuel Valls. Parce que maintenant, c'est de la politique internationale, Manuel Valls. D'après Paris Match, il est en couple avec une héritière catalane. Alors, après avoir été, d'après le même magazine en avril dernier, en couple avec une députée La République En Marche, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Manuel Valls, il est plus fidèle en politique qu'en amour. Ouais, c'est dire le problème. Ouais. Il paraît qu'elle est moche en plus. Oh. C'est un ton à la catalane, c'est lui qui m'a dit. Non. Allez, je la prends. Si elle a le ton à la catalane, ça va. Santé. Selon un rapport sur l'alcool pendant la grossesse, aujourd'hui, un enfant naît tous les jours en France avec des troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Donc visiblement, je pense qu'on ne va pas manquer de candidats de télé-réalité dans les prochaines années. Média, Natacha Polony a été nommée directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Ben, vous la féliciterez, c'est votre copine, évidemment. Elle sera là dimanche prochain. Dimanche prochain, vous la félicitez de ma part. Alors c'est vrai que ça en a étonné certains. En même temps, ce qui aurait été vraiment étonnant, c'est qu'elle soit nommée directrice de la rédaction de Coiffure Magazine, dont elle a déjà fait la une. Je le rappelle, au numéro spécial, ce qu'il ne faut pas faire. Je lui dirais que vous avez bien rigolé à celle-là. On passe à la musique, l'album posthume, on l'attend, de Johnny. Ouais. De Johnny, on connaît le titre, Mon pays, c'est l'amour. Alors évidemment, quand on connaît la vie amoureuse de Johnny, on suppose quand même qu'il avait plusieurs passeports, mais... Allez, les brèves. Oh. Je vous ai fait un best-of de brèves de tout l'été. À commencer par celle-ci, en Australie, il viole un cheval avec son consentement. Oui, non, il faut que t'expliques. Oui, bah oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit au tribunal, et alors que tout le monde sait, évidemment, que la seule manière pour un homme d'être certain du consentement du cheval, c'est d'être passif. Animaux toujours en Égypte, un âne peint en zèbre dans le zoo du Caire. Ils n'avaient plus de zèbre, ils se sont dit, bon, on va peindre un peu l'âne. Et ça pose la question de comment ils ont fait pour la girafe. Je ne sais pas. Ils ont croqué un teckel. On ne sait pas. On passe à la culture. Oh là là. Non. Ah bah ouais, il y a du budget. Il y a du budget. Après, est-ce que tu pourras payer tout ça? Là, on a fait un emprunt. Oui, chaque semaine, je propose à Thierry d'aller visiter une exposition, d'aller au musée. J'essaie d'inciter les gens d'aller au musée, peut-être des choses qu'ils n'auraient pas pensé à aller voir. Et cette semaine, je vous emmène en Bretagne, au FRAC. C'est une jeune artiste française, Eva Taulois, qui est exposée jusque demain. Donc allez-y demain, dans l'espace public Saint-Briac. Son dada, en fait, c'est l'art abstrait coloré, mêlant l'architecture, le design industriel et les vêtements. Elle aime tellement la couleur que, si vous voulez, elle en met partout. On le voit sur cette œuvre-là. En gros, si tu lâches un caméléon dans son exposition, il fait un burn-out. Et on va voir quelques images, quelques œuvres. On va commencer par celle-ci. Alors, ça, c'est un vêtement. Il s'agit du string de plage de Pierre Ménès. Oh, une petite pour la rentrée, comme c'est cadeau. T'as compris qu'elle fait rire. Et c'est l'image qui est drôle. Et une installation. Regardez comme c'est joli. Ça, je trouve ça assez beau. Ce sont, si vous voulez, différents panneaux de signalisation routière tels qu'Hugo Loris les a vus la semaine dernière en rentrant.
Œuvre suivante. Non, je déconne. C'était une blague, c'est un jeu pour les enfants. Mais ça aurait pu. Alors ça, par contre, la suivante, c'est une de ces œuvres que je trouve très très belle et qui pose quand même une vraie question. Qu'est-ce qui est arrivé avant, l'œuf ou le rappeur? On ne sait pas. Une autre œuvre qu'on pourrait sobrement intituler Le Viagra du pauvre. Et la dernière, c'est peut-être ma préférée. C'est peut-être ma préférée. Voilà, on aura évidemment tous reconnu cette superbe collection d'épilation du maillot de la chanteuse Zaz. Et je m'attendais à ça. Et allez donc demain, c'est votre dernière chance d'aller voir Elsa Taulois à l'Espace Public Saint-Brieuc en Bretagne. Parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Bravo, c'était Alex Vizorek. On le retrouve ici la semaine prochaine et sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. J'ai beaucoup travaillé les jingles. Oui, c'est bien. Alors, un artiste, c'est aussi un code barre. C'est shopping. C'est bon. Daphné Burki, bonsoir. Très belle formule, hein, Thierry. Vous êtes ici ce soir pour faire la promotion de votre émission qui s'appelle Je t'aime, etc. C'est tous les jours à 15h sur France 2. Et vous passez en 2e année. C'était pas gagné, hein. Vous avez fini par trouver votre public, était bien caché, mais vous l'avez. C'était pas gagné du tout. Vous l'avez trouvé, voilà. C'est quand même rare une émission de l'après-midi de France 2 qui dure 2 ans. Ouais. Ils n'ont trouvé personne pour vous remplacer? Non, ça a bien marché, Alors, le pitch. Une émission d'humeur qui donne la parole aux femmes et qui répond aux questions des téléspectatrices. Enfin, ça, c'est ce que dit le site de France 2. C'est hyper mal vendu. En fait, j'espère que c'est pas ça. Non, c'est hyper mal vendu. Le vrai pitch, si on parle de cul. Tu m'as fait peur. Ah bah non, quand même. Non, en vrai, ouais, c'est cool. toute l'actualité de l'amour et de la sexualité. C'est ça que j'adore. Ah ouais, ça chante mieux, ça. En plus, alors, vous avez engagé Dédé Manoukian. Oui, André, tout à fait. Vous avez pris une assurance MeToo. Bah, à chaque fin d'émission, il dit mais quand est-ce qu'on fait l'amour tous ensemble? Il est un peu désespéré. Il est un peu comme ça. Ouais, mais il est dans l'amour libre, alors il est désespéré. Mais... Dites-moi, il se passe des choses en coulisses. Est-ce que c'est vrai qu'il met des poils partout? Non. Non, il se tient bien. Non. On m'a dit ça. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Et là, c'est un grand moment parce que c'est Serge Calfon qui est revenu, quoi. Ah, c'est cool. Ouais, Magnéto, Serge. L'un d'entre vous n'a pas vraiment douté. Vous lui avez mis du GHB? Non, mais ça va pas, quoi. André? Alors, je vous le dis, André, ce que vous avez, en fait, il s'agit d'un sachet conçu pour être introduit dans le vagin. C'est pas vrai? Oui. Non, ne buvez pas trop, ne buvez pas. Quand je suis stressée, j'ai des érections impossibles à contrôler. C'est très gênant dans ma vie professionnelle et ma vie sociale. Que faire, docteur? JP, alors je vais faire comme Caroline Diamant. Vénard. Je suis tombé une fois sur une fille qui m'a dit « Vas-y, dis-moi des mots » et je lui ai dit « Vilaine ». Mais c'est dur on n'a pas l'habitude, c'est chelou. très dur, bien sûr. Et alors? Bah, bof. Certains hommes se rasaient intégralement pour que leur phallus paraissent plus grands. Exactement, parce que comme on raccourcit, quand on regarde du haut, ça fait plus. Bien sûr. Mais c'est juste un effet d'optique, il garde la même taille. La dernière fois que j'ai fait l'amour avec mon petit ami, j'ai eu un gaz pendant l'acte. Depuis, je n'ose plus l'approcher tellement j'ai honte. Et ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait l'amour. Aidez-moi. Et est-ce que c'est pas une histoire de périnée musclé? Non, parce qu'on n'est pas dans la retenue, en fait, quand on fait l'amour. Mais par contre, c'est vrai que le bruit peut être identique. Et donc peut-être que vous confondez avec le paix vaginal. Parce que c'est le même bruit. Mais là, c'est de l'air, ça n'a vraiment rien à voir. Ah, d'accord. Le service public, c'est top. Très bonne sélection. Très salut les terriens, la sélection. Rédacteur en chef, c'est Michel Onfray. En tous les cas, vous vous amusez bien. Oui, non mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a aussi les hémorroïdes. On n'a pas pu tout mettre dans la bande-annonce. On parle, mais alors tout ce que je vais dire va être... Les micro-pénis. On parle de l'amour au sens large. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, bon. Ouais, t'en étais sûr. Il est prévisible des fois, tu sais. Il est prévisible. Je sais, je suis un petit peu en fin de carrière. Un peu comme moi, finalement. Oui, mais c'est la raison pour laquelle on ne se lâchera pas. Ah, non, jamais. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au cercueil, tous les deux. Jusqu'au crématorium. C'est quand même pratique, ces poches, parce qu'on peut faire toute l'émission sans aller aux toilettes.
cette saison, il y a une grande nouveauté, évidemment, c'est que vous interviewez les stars dans leur lit ou dans votre lit, quoi. Et oui, c'est une façon de mettre à l'aise différemment, quoi. Ah ouais. De parler de son intimité, de sa vie, dans une chambre. Ouais, vous dites c'est un lieu où la parole se libère. A priori, normalement, ça se passe bien. Donc ça va très bien chez France 2. Étonnamment bien. Et alors, on dit que vous allez remplacer Marianne James dans Prodige. On dit plein de choses, mais en fait, j'ai pas le droit de dire les choses. Ah ouais. Ah, donc vous n'avez pas le droit de dire. Non, mais en tout cas, j'ai pas le droit de dire que, en effet, je vais grandir, Thierry. Et on me met en prime sur plusieurs formats. Mais c'est normal. Mais j'ai pas le droit de dire les Écoutez, formats. alors, je vais vous dire un truc. Moi, je vous ai vu aux Victoires de la musique. Oui. Dans une situation extrêmement compliquée. c'est vrai. Je veux dire, c'est un bug. Traquenard. Le bug horrible. Oui, et vous avez meublé. J'ai un peu plus que meublé, j'ai fait une belle déco. Hein. Ouais, ça, c'est vrai que t'es doué en déco. Hein. Ça a marché en plus. Oui. Magnéto, Serge. Ah, c'est trop sympa. Nous avons une petite panne, c'est des choses qui arrivent quelquefois. Je pense que c'est les Kids United qui ont tous saboté. Ces enfants, on est beau leur dire de bien se tenir. Alors évidemment, voilà, on va remettre les machines en marche. Je pense que tout devrait fonctionner. C'est normal qu'il y ait des petites pannes, ça s'appelle le direct, vous connaissez les joies, tout ça. Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que vous commencez à avoir faim ou soif dans cette salle? Alors, je vais prendre les commandes. J'ai préparé des sandwichs. Si vous pouvez m'apporter des sandwichs, s'il vous plaît, hein, ce serait gentil. On est sur du jambon beurre, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous voyez, quand je demande quelque chose, c'est exceptionnel. Tout se produit. Merci, la technique. Alors, bon, bah, on y va, hein, on va se promener. Donc, quelqu'un voudrait un petit jambon, éventuellement? Ah, on est par là-bas. Alors, désolé, je vais par là-bas. Non? Ah, bah, il y a les enfants. C'est vous, les Kids United? Bravo. Et voilà, on se retrouve après la pub pour les terriens du samedi avec Daphné Burki, Stéphane Plaza, Simon Porte-Jacquemus et Laurent Baffy. Bonsoir les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est, toujours en compagnie de Daphné Burki, de Stéphane Plaza, de Simon Porte-Jacquemus et de Laurent Baffy. Il dit et de Laurent Baffy. Une lassitude, non, c'est pas vrai. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Alors, dans son film, Stéphane Plaza joue un homme habité par l'esprit d'Albert Einstein. Voilà. Alors, cette semaine, l'Hardy Quiz est consacré, évidemment, au génie, en hommage à Stéphane Plaza. Pas de Stéphane Plaza. Bah, c'est les deux. C'est deux génies. Attention. Hein. Si vous pensez avoir trouvé, vous appuyez sur le buzzer. On essaye. Non. Ça, c'est Baffy. Ah, ça, c'est toi. Okay. Ah, d'accord, c'est sur le toi. Ok. Très bien. Il est très court. Bon, vous êtes prêts? Ok. Première question. Quel prénom a été inventé par William Shakespeare? Daphné, Jessica, Juliette ou Nabila? Juliette? Non. Jessica? Jessica, bravo. Vous saviez? Non. Bravo, non mais c'est... Je suis très honnête, non? Complétez cette phrase de Cédric Villani. Les maths, c'est mieux que la politique, qu'une séance de yoga, qu'un éclair au chocolat ou que le sexe. Mais il est le sexe. Bravo. Un point pour Laurent Baffy. Quelle était l'adresse de Victor Hugo? Impasse des Misérables, rue des Châtiments, place de Jersey ou avenue Victor Hugo? Il est rapide. Avenue Victor Hugo, et on mettait Victor Hugo, avenue Victor Hugo en son avenue. Bravo Laurent, bravo. Ça c'est les grosses têtes. Moi aussi je suis aux grosses têtes, mais je dois pas avoir les mêmes réponses. Tu viens moins souvent à mon avis. Quelle œuvre a été composée par Mozart? Viens goûter mon boudoir. Plaisir de jouir. Quand il pète, il trouve son slip. Ou lèche-moi le cul.
normal. Il appuie avant. Vraiment appuyé. Lèche-moi le cul. Ouais. Oh. Comment tu sais ça? Parce qu'il était scato, Mozart. Mais Mozart était scato et en allemand on dit Leck, mich, ich, arch. Ouais, enfin c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je dis ça je si vous en rencontrez les Allemands. Ouais. Vous l'avez pas dit souvent, en tout cas. Non. Quelle affirmation est vraie concernant Pablo Picasso? Il a des ancêtres communs avec André Citroën. Il a eu 10 enfants cachés. Il était daltonien. Ou Pascal Obispo est un anagramme de Pablo Picasso. Ah, j'ai réussi. Ça a marché. Daphné. Je sais même plus quelle est. Les 3 premières. Non. Non, la dernière. L'anagramme. Oui, Laurent Baffy. Bah, si c'est pas les 3 premières, ça peut être que la dernière. Mais non, mais j'ai fait un bouquin sur les anagrammes, puis c'est connu. Mais Pablo oui, Picasso, bien sûr. Pascal Obispo. Ouais. Quels furent les derniers mots d'Albert Einstein? Oh Ah, putain, là, merde, attendez, merde. Que la Laissez-moi mort est répondre. douce. Je me suis trompé. La bonne formule, c'est pas E égale MC2. Pouvez-vous me raser la moustache? Ou aucun, ces derniers mots étaient en allemand et l'infirmière à ses côtés ne parlait pas allemand. La dernière. Bravo. On ne sait pas ce qu'il a dit. Non, tu sais pourquoi il tire la langue sur la photo, Einstein? Non. Parce qu'en fait, il le faisait chier les mecs, les paparazzis, les journalistes, tout le monde l'emmerdait. Et il a tiré la langue. Et c'est resté célèbre, en fait. C'est une rébellion du génie Oui, il était assez contre la rock'n'roll. médiocrité médiatique. Que peut-on trouver au musée Galilée à Florence? Le pyjama de Galilée, une mèche de cheveux de Galilée, un morceau du doigt de Galilée ou le prépuce de Galilée. Oh, c'est pas normal. Non, mais il a répondu Non, faux. il a vraiment... J'ai faux. Ah bah c'est juste rigolo, c'est moi, putain, j'ai encore une connerie. Moi je dirais un morceau de doigt. Mais bravo. C'est le majeur de sa main droite. Voilà. Dès que c'est un Il peu... était rock'n'roll, Galilée. hein. Galilée, ouais. Galilée, ouais. Et là, maintenant, c'est le super banco, c'est-à-dire que celui ou celle Qui gagne, qui gagne a tout gagné. J'aurais mieux fait de répondre à celle-ci. alors. Earth, Wind and Fire. In the Stone. Le meilleur groupe, hein. Le meilleur groupe. On est d'accord. C'est le meilleur groupe. Avec les compagnies de Alors, quel slogan a inventé Thierry Ardisson? Ouais, c'est complètement... Ah, tu te mets dans un quiz de génie, C'est alors. complètement... C'est ça qui On est a dit que dingue. c'était un quiz consacré au génie. Il s'est mis dans les génies, En là. toute modestie. Bah oui. Non, mais attendez. Qui a tout inventé, la télévision? Quelle est la... Non, il y a Michel Denisot qui avait dit un truc très drôle. Ardisson, il n'y a que le micro qu'il n'a pas inventé. Je trouve ça plutôt marrant. Mais attention, on se concentre. Caprice à deux, caprice des dieux. Comme génial. Il est fou à Flelou. Il se commande. Et en plus, il se commande. C'est génial. Non, parce qu'il n'est pas de moi, en fait. Il est fou à Flelou, il est fou. Salakis au bon lait de brebis. Ou, quand c'est tropico. Quand c'est trop, c'est trop. Bravo Daphné Burki. Ah là 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 là. Alors donc, dans cette émission, les gagnants de l'Hardy Quiz ont droit à un éloge par Thierry Ardisson. Et les autres, c'est Baffy qui va faire leur promo. Vous n'avez qu'à gagner. Attention. Elle est fun, elle est drôle, elle a la patate. Ne ratez pas Daphné Burki, tous les après-midi, à 15h10 sur France 2. Elle est morte? C'est un éloge. Sans oublier que Daphné est très bien entourée pour son émission, puisqu'elle est accompagnée entre autres par André Manoukian, dit Dédé Doigt de Fée, le grand spécialiste du plaisir féminin, de la bonne humeur, du cul, des bons plans, du cul, des conseils psy, du cul, des astuces beauté, du cul, des témoignages. Bref, ne manquez pas, je t'aime, etc. Une émission pour se faire du bien tous les jours à 15h10 sur France 2. Les après-midi, c'est Daphné Burki.
Bon, Laurent, occupe-toi des autres, là. Alors, je vais faire la promo de Stéphane. Ah, mais pourquoi tu me regardes déjà comme ça? Stéphane, donc, tu as joué dans un film. Première connerie. Est-ce que tu veux nous en parler? Avec plaisir. Non, merci. Film. Voilà. Oui, t'as perdu en même temps. Ça va se jouer longtemps? Bah, un film. Voilà. Pas, hein. Et ça va être bien? Non. Ça vaut pas le coup de se faire chier à faire garder les gosses pour aller voir cette merde. Non. Autant attendre que ça passe. Non. C'est dur. C'est pas vrai parce que le bouquin était vachement bien. L'histoire Et je suis sûr que le film va l'être aussi. On va en parler. Voilà. C'est la suite de Shopping. Stéphane, c'est à vous. Oui. Donc vous avez le premier rôle dans le film de Didier Van Kovlert qui s'appelle J'ai perdu Albert avec Julie Ferrier et Josiane Balasco qui sort le 12 septembre. Voilà, c'est Shopping, donc on vous écoute le pitch. Le pitch, en fait, c'est déjà Didier Van Kovlart qui a transposé son livre qui a été un succès. Il y a Josiane Balasco, Julie Ferrier, Bernard Lecoq, musique de Michel Legrand. Et Nathalie Dessay, déjà, donc il y a une pléiade de très bons acteurs. Et en fait, voilà, c'est sur la vie après la mort. Et Albert Einstein a toujours pensé qu'il y avait une continuité après la mort. Et donc, on a une voyante, médium Julie Ferrier, qui en fait trop, qui est très demandée et qui va s'en servir un petit peu pour sa vie personnelle. Elle abrite l'esprit d'Albert Einstein. Et donc, lui, il va être vexé et il va donc décider de partir chez quelqu'un d'autre, un apiculteur, joué par moi, un loser, un dépressif. Mais donc, il est avec les abeilles et ça va intéresser Albert Einstein parce qu'il a toujours dit que sans les abeilles, le monde va s'arrêter. C'est vrai. Non, ça vivrait 2 ans. Soyez précis, monsieur. J'imagine qu'on vous a choisi parce que vous aviez une tête à héberger l'esprit d'Albert Einstein. Je pense que c'est pour ça, ou j'avais de la place pour héberger quelqu'un. Je vois en tout bien, cas, ouais. il pouvait me squatter gratuitement. Alors vous êtes bien dans le rôle, hein, mais en même temps, vous n'avez pas dû faire beaucoup d'essais parce que les agents immobiliers, pour jouer la comédie, il n'y a pas besoin d'essais. Tout le monde sait. Sauf que c'est quand même, normalement, un agent immobilier vend du rêve. Là, moi, j'ai plutôt c'est un dépressif. Et en plus, ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est que c'est Canal+. Donc, ça n'a rien à voir avec la filiale d'M6. Donc, il y a eu un vrai casting. Il n'y a pas eu de passerelle. C'est Canal qui a financé le film, c'est pas M6. Non, c'est Canal+, et une participation d'M6, évidemment. Mais voilà, voilà, il y a eu un vrai casting, il n'y a pas eu de passerelle. M6, ils ont préféré être dans la chaîne d'agence immobilière. Et tout de suite, ils ont... Je reconnais bien Nicolas Taverneau. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Ah, Chloé, c'est gentil de me recevoir. J'ai de mauvais pressentiments. Par exemple, j'ai une peur bleue de me faire écraser. Ne projetez pas de négatif. Vous êtes sûr? Je me suis déjà trompée? Vous êtes une channel. Un canal par lequel s'exprimerait quelqu'un du monde des esprits. Oui. Il s'appelle comment, cet informateur? Je n'ai pas le droit de dévoiler son identité. Vous avez déjà permis d'éviter 14 attentats. Confirmation cible 13. Vous désirez? J'entends une voix, une seule, toujours la même, qui me dit tout ce qui se passe autour de moi. J'ai perdu Albert. Perdu? Albert, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles plus? Genre quoi? Un vieux, avec une voix douce et un accent. Moi, je vais prendre un... Pour moi, Une salade péruvienne, un falafel, 2 yakitori, ça marche. Oh, comment il a deviné? Hier midi, j'ai pris votre commande, mais je n'ai pas pris que votre commande. Je savais pas que c'était contagieux, la voyance. Non, c'est une entité qui m'a quitté pour venir chez vous. Un mort? Dans ma tête? C'est qui cet esprit d'abord? C'est un esprit d'un niveau très supérieur. Albert. Albert Einstein. C'est un type qui s'appelle Albert et qui est rentré en moi. Et vous étiez consentant? Absolument pas. C'est très bien. J'ai perdu Albert, donc, c'est votre premier film. C'est mon premier film. Vous avez fait du théâtre, vous avez été formidable dans Le Fusible, qui a fait un gros carton en plus sur France 2. Et là maintenant, c'est le cinéma. Vous arrêtez plus, quoi? Ben, je me suis arrêté 4 mois pour ce film. Pas de télé, pas d'immobilier, rien du tout, pour vraiment m'investir. Faire comme il faut, bien sûr. Et faire les choses vous nous comme aviez il faut. raconté dans cette émission l'année dernière que, en fait, un jour, un producteur vous avait dit « Je te donne le rôle à condition que tu me fasses une petite gâterie. » Oui. Et là? Là, il m'en a demandé 2. Ah. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit j'ai 48 ans, j'y vais, quoi. Vas-y, il était temps de faire du Puis c'est cinéma. un prix concours, je me suis dit je vais prendre son savoir. Bah bien sûr. C'est plus facile de vendre un film ou un appartement? Ça dépend de l'appartement et du film. En tout cas, je pense que ce film-là, il n'y aura pas besoin de le vendre, parce que déjà, avec tous les artistes qu'il y a dedans, puis le concept et puis Albert est drôle. Einstein, et puis c'est un ovni. Voilà. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sur M6, vous continuez à faire une carrière très brillante, et la veille de la sortie du film, le 11 septembre donc, sur M6 en prime time, il y a un numéro inédit de recherche
appartement ou maison, donc c'est la totale, quoi. Ouais, et vous avez vu, ils ont été intelligents, M6, ils l'ont pas mis le même jour que la sortie. Et le 11 septembre, ils ont mis recherche tour des... Mais alors, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous avez vraiment changé l'image des agents immobiliers, parce que avant vous, on pensait que c'était des escrocs, et aujourd'hui, on sait que c'est des escrocs rigolos. Alors... Il est fort. Jacques Mus, vous êtes beau. Oui. Oh là. Ouais. Déjà? Bah, il est beau. Ah, tu commences fort. Vous êtes souriant, vous être sympathique, vous bossez dans la mode, vous avez l'air heureux. Ouais, je le suis. Vous n'avez pas peur de choquer les gens de la mode en ayant l'air heureux? C'est non vrai, c'est vrai. Non, parce que regardez, quand même, quand on voit les gens de la mode, ils font quand même la gueule, hein, en général. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, ah là 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 là. Ah oui, trop de bonheur d'un coup. Et vous souriez, vous êtes cool. En plus de ça, vous êtes extrêmement talentueux. À l'heure où on parle du retour de la rougeole en France, vous êtes la nouvelle coqueluche. T'as échappé à la vérole, hein, bravo. Votre chapeau Bomba a fait un énorme succès cet été. On regarde, voilà le chapeau, Laurent. Voilà. C'est le fameux chapeau Bomba. Ah, c'est un parasol pour deux personnes, en fait. C'est un grand parasol, ouais. Il a été beaucoup copié. Hein. Ouais. Non, c'est incroyable. Et alors, vous avez fait des procès? Non. Il est cool. Non, ça m'a fait plaisir. Tu peux plus. Ça m'a fait plaisir. Alors, la question, c'est de savoir... Alors là, c'est de la télé. Là, c'est même pas de la télé, c'est de la téloche. Vous l'avez pas fait, celle-là? Non, il n'a jamais... Non, mais il attendait. Bah, il l'a pas fait à nous, non, en même temps. Nous, oui. Nous, oui. Ah, nous, oui. Nous, oui. Alors, sous le grand chapeau de Yo-Yo, il y a beaucoup de stars qui portent vos chapeaux, vos costumes, etc. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes trendy, quoi. Mais non, mais il fait des vêtements portables, alors évidemment, c'est pratique, déjà. Alors, il a marqué, notre ami a marqué les esprits cet été avec un défilé homme, Gadjo. Ouais, à Marseille, chez moi, enfin dans le sud. Ouais. On va regarder. Magnéto, Serge. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Je suis plus fort que le machistador de haine. Moi je suis un beau gosse et évidemment que je m'aime. Moi c'est tout dans la sape, tout dans la caisse. J'ai une 205 tuning mais le must c'est la Benz. Ouais, je suis encore chez mes parents. Et alors ça fait quoi? De toute façon j'ai 30 ans. Je suis abonné à casting, entrevue et maximal. Y'a des meufs à poil, c'est pas si mal. J'ai la carte UGC, pâté et go. Comme ça je paye jamais, attends je suis pas un golemon. Beau gosse, je suis un beau gosse. Alors, c'était à la Calanque de Sormiou à Marseille. Donc, ça s'est passé comment? C'est très drôle parce que... J'avais pas envie de défiler à Paris, en fait. Voilà, Lagerfeld, il loue le Grand Palais, il dépense des millions d'euros. Vous faites ça sur la plage et c'est génial. Bah, j'avais envie d'être juste un endroit paradisiaque avec du son à gauche, à droite et ces mecs-là, voilà. Vous n'avez pas trop d'accent, là? Non, j'ai voulu le perdre. Ah, moi aussi. Je voulais être parisien et voilà, dans ma campagne, je me forçais à le perdre. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, moi j'avais un peu l'accent. Ah ouais? Mais j'ai perdu aussi, oui. Alors, pour rendre hommage à Marseille, vous auriez pu faire une collection entièrement en sac poubelle, mais vous avez préféré... Elle est bien, cette batte. Ou les t-shirts Paris en tant que cul, il y avait plein d'idées, en fait. Ça arrive. Alors, vous n'êtes pas parisien, évidemment, vous n'avez pas fait d'école de mode, vous n'avez pas bossé dans une maison de couture. Et le comble de tout, c'est que les parents de notre ami Simon étaient agriculteurs. Papa était dans les épinards. Karine Le Marchand. Et maman dans les carottes. C'est pour Karine Le Marchand. Non, mais c'est vrai. Et vous dites, moi, je veux vendre parce que mes parents étaient commerçants, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, le samedi, j'étais sur les marchés, la plupart du temps, avec mes grands-parents. Voilà. À les aider, et j'ai toujours eu ça. En fait, quand j'ai créé, de toute façon, ma marque, il fallait que je vende ma collection pour payer la deuxième. Donc, voilà. J'ai toujours eu ce sens, voilà, très... Vous êtes réaliste, c'est bien. Réaliste, ouais. Ce qui est incroyable, vous avez des parents agriculteurs, mais à l'âge de 3 ans, votre mère vous inscrit dans une agence de mannequins. Vous avez fait des pubs pour Pampers, pour Carambar, on voit les pubs. Voilà, c'est le petit Simon, regarde comme il était beau. Jean-Yves Lafesse aussi, Peugeot. Oh, voilà. Donc, à 18 ans, vous décidez de débarquer à Paris. Yes. Et de ne plus mettre de couches. Là, c'est un tournant. Et d'enlever le petit trou.
Alors, donc vous débarquez à Paris pour entrer dans la mode, mais malheureusement, un mois après, votre mère se tue dans un accident de voiture. Il y a une très belle chose, vraiment très émouvante, c'est quand vous redescendez, vous attendez à trouver votre mère sur un lit d'hôpital. En fait, elle est sur son lit de mort. C'est ça. Et vous vous couchez à côté d'elle, c'est extraordinaire ça, pour la sentir. C'est ça, pour prendre l'énergie en fait. Ouais. Mais tout ça, de sa mort, j'en ai fait cette histoire-là, de 10 ans de mode, j'en ai fait mon sourire que je lâche jamais, parce qu'on m'a dit de sourire que c'était la plus belle arme. Et c'est ça un peu, Jacques Mus, c'est son nom, et c'est ça. Je trouve ça génial. Ça vous a donné une énergie folle. Alors vous remontez à Paris. J'étais fou, ouais. Voilà. Et vous dites avec une agressif. rage positive, quoi. Ah, j'étais fou. J'ai rien laissé passer. Vous avez la preuve que vous avez eu raison. Alors après 3 mois dans cette école de mode, vous vous cassez parce qu'il dit les étudiants semblaient être là par hasard, alors que moi je jouais ma vie et que ma mère avait voulu vendre sa voiture pour payer mes études. Donc là, c'est vrai que très cher, très compliqué en France. 10 000 € l'année dans une école. Et voilà, dans ma campagne, dans mon champ, j'avais tellement rêvé de cette école, de ce moment-là. J'avais l'impression que j'allais être entouré de passionnés, qu'on allait genre chanter, qu'on allait créer, machin. Et je me suis retrouvé là et je me suis dit, waouh, en fait, c'est juste une école, quoi. Alors, ce que vous faites, il va au marché Saint-Pierre, il achète du tissu pour faire des robes. Et comme il ne sait pas coudre, il les fait coudre par une couturière de Montmartre qui est habituée de faire des rideaux. Ouais, une retoucheuse de rideaux. Une retoucheuse de rideaux. Je dis, ouais, combien tu me prends pour faire une jupe 50 €. Elle me dit 150. Je fais 100 €, tu me le fais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et là, j'ai fait la première collection, je l'ai publiée sur Facebook. Et là, la presse m'a appelé. Et ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Et en 2011, vous faites le buzz avec un happening que j'adore. C'est Jacques Mus en grève. Magnétosphère. C'est vieux, ça, ouais. Les filles, tenez-vous prêtes. Emmanuel Alt, rédac chef Vogue France. Elle arrive. La mode, la mode, la mode. La mode, la mode, la mode. La mode, la mode, la mode. C'est toi, Jacques Mus. C'est moi, Jacques Mus. C'est le jeune créateur et il est venu avec ses copines qui portent ses modèles. Oui, ce mois-ci, je suis dans le Vogue Italie, sélectionné les Vogue d'Italie. Je suis très content. Voilà, là, je montre mes filles. Je veux juste montrer une vision de la mode autrement. C'est des ouvrières. Bizarre en mode, mais pourtant ça marche. Voilà, je suis content d'avoir attiré votre attention. Mais on va pas vous oublier. Non, mais Emmanuel, on serre la main devant les caméras. Ouais, avec plaisir. Bravo. Merci. Jacques Mus, Jacques Mus, Jacques Mus, Jacques Mus. Alors, je vais vous dire, j'ai vu commencer Kenzo, Passage Vivienne, qui faisait ses robes avec une machine à coudre, avec ses copains et ses copines qui donnaient un coup de main. J'ai vu Louboutin qui commençait à dessiner ses pompes et tout. Vous avez quelque chose comme ça, vous y croyez. Et ce qu'il y a de plus beau pour moi, enfin en tout cas, c'est qu'il a pris l'énergie de sa mère. Ouais. Et en fait, il essaye de sourire alors qu'il a son deuil sur lui et qu'il fait tout aussi pour que sa mère puisse sourire en haut. Toi. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. En parlant de mère, oui. Toi, le film sort le jour anniversaire du décès de ta mère. Exactement. Donc c'est pour ça que enfin, c'est des choses différentes. Mais en tout cas, il y a une vie et tout ça et que une maman, quand on a eu la chance d'avoir tout cet amour, etc. Et on essaye de tout faire pour qu'elle soit encore plus fière de nous là-haut. Et apparemment, c'est ce qui lui a donné une énergie. Il a une énergie incroyable. Et donc après tout ça, il a été adoubé par le monde de la mode. Et vous avez même fait un selfie avec Emmanuel Macron. Ah, lui aussi. Ah, lui aussi. Et lui, en fait, Macron veut le nommer ministre de la mode. Oui, c'est vrai, il a annoncé hier, je crois. Ouais. On est prêt à tout. Entre Philippe Besson, Stéphane Bern, il n'y a pas de souci, ministre du Logement, ministre de la mode. Toi, tu serais ministre de quoi, Thierry? Des armées. Ah bon? Pour bombarder des pays. Arrête, il serait fou. Et on termine. Vous l'avez sur le bout de la langue. Ouais. Le blind test. Yes. Attention, alors tout le monde joue contre ma fille. Ouais. Ah bah oui, il est trop fort. Plus maintenant, j'ai beaucoup vieilli. Ouais. Allons-y, branchez la guitare. Branchez la guitare. Entonner le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Faut relever le maillot sur la tête. Tu relèves le maillot, tu fais ça, tu fais... Ah, ça, tout ça. Et voilà. Attention, on y va. Emma.
Bonne la ref. Oui. La maison vide. Évidemment, vous aurez remarqué la maison vide. Donc c'est un blind test qui est dédié, comme le jeu sur les génies, est dédié à Plaza, bien sûr. Oui, bien sûr. Attention, Emma. Ça, j'aime bien. Ah ouais. Ah, je connais, sa merde. Francky sur le bout de la langue. Ah, comment c'est? C'est pas de Madness? Ouais. Plaza. Ah oui, les gars, je suis jeune. T'aurais pu le trouver, Simon, ça quand même. Hein. Simon, quand même. Générique, non? Non, bah pas du tout, t'es malade. C'était l'émission de Valérie Damido. C'est pas du tout la mienne, c'est l'inverse. Ouais. Attention, c'est l'inverse. Attention, Emma. Toi, mon toit, Elim. Oh putain. Ah ouais. J'adore ça. Ok. Elle ressemble à ma fille. Quand je la vois, je vois Ninon, tu vois. Elle vient de se marier. Ah bon? Ouais, Moi, elle ressemble à ma mère, c'est troublant. C'est vrai que t'es con. T'as remarqué que Simon, il a un peu comme toi, il a trouvé avant que ça commence. Ah oui, non, Normalement, très j'ai très jamais fort. perdu un blind test. Le première seconde, si je connais la musique, je la connais. Ah, il a jamais Ah, perdu. t'as peut-être trouvé ton maître. Oh merde. Oh, merde. Attention, ça m'étonnerait que tu connaisses parce que c'est vraiment Yves. Attention, Emma. Hallyday. Eddie Mitchell. Henri Salvador. Django Reinhardt. Lynn Renaud. On n'est pas obligé d'écouter toute la chanson non plus. C'est pour jouer. Emma. Ah oui, ça c'est... C'est Cabrel? Madame Cabrel. Bah, c'est quoi alors? Hallyday. Non. Renaud, oui, bravo. Renaud, ouais. Non, attention. Si quelqu'un souffle, je fais évacuer la salle. Ah, ça dépend qui quand même. Hein. Ça dépend qui. Ouais, d'accord. Alors le prochain, il est pour toi. C'est qu'on va comprendre pourquoi. Emma. Ah, je le connais que ça. Tu l'as sur le bout de la langue. Adèle. Sud. Non, c'est la fille du Sud. Elle est venue sur son plateau il y a. Elle a 18 ans là. Elle s'appelle Marine Naquet. Ouais. Oh voilà. merde. Attention, ça c'est pour toi. C'est de ton âge. Maxime Le Postier. Il l'avait. Non, on peut donner un point à chacun s'il le savait. Oui, moi je trouve que c'est Bon, un bien point à partagé. chacun. serait Un honnête. point pour Laurent, un point pour serait Simon. honnête, il dit. Attention, bon, on passe la prochaine parce que c'est Francis Lalanne. Et honnêtement, tout va bien. J'ai pas envie d'écouter Francis Lalanne. Attention, on passe à la suivante. Claude François. Ouais. À la maison, il y a le printemps qui chante. Oui. Attention, avant-dernière. Attention, on se concentre. Hop. Sardou. Vous voulez avoir un petit coup à la maison. Ouais. Qui Les musclés. Licence 3. Licence 3. Ouais, Daphné, licence 4. Ah, j'ai dit licence 3, moi. Ouais, mais c'est licence 4. Attention, donc maintenant c'est le Super Banco. Ah oui. Il est C'est pour- lui, celle il est qui pour moi, répond celui-là. à tout gagner. Emma. Earth, Wind and Fire. Oui, mais non, mais... Ah non, c'est le Michel. Ah, c'était le jingle des Super Banco. Oui. Ouais. Il fallait pas trouver l'interprète. Ah non, bah non. J'ai cru que j'avais gagné. Bon, attention, vous êtes prêts? Celui ou celle Ok. qui trouve à tout gagner et sera obligé de faire une célébration de joueurs de foot, donc peut-être vous n'avez pas intérêt à gagner. Emma. Johnny. Le pénitencier. Stray Cats. Mais oui. Les Cats, les Shadows. Ah, je connais sa merde. Je connais par cœur. Personne sait.
Ça faisait pas. Les Shadows. On connaît que ça. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Ouais, bravo. Oh putain. Bravo, monsieur, bravo. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et voilà, c'était les Terriens du samedi avec Michel Onfray, Frédéric Tadei, Daphné Burki, Stéphane Plaza, Simon Panchatmus et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.